En 1854, le SS Arctic, le paquebot le plus rapide de son époque, a entrepris de traverser l'Atlantique. En naviguant à travers un voile de brume, il a lentement disparu dans l'inconnu. La Collins Line, une compagnie maritime américaine, a été créée en 1818 et n'a commencé à faire sérieusement du commerce transatlantique qu'en 1835. Ces bateaux à vapeur traversaient l'Atlantique de Liverpool à New York en seulement 10 jours. Cela ne semble pas très rapide aujourd'hui, mais à l'époque, le même trajet prenait plusieurs semaines à d'autres navires. Légers sur l'eau avec leur coque en bois, puissants grâce à un moteur à vapeur, ces bateaux étaient le choix préféré de nombreux personnages haut placés. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec un navire aussi perfectionné? Voilà qui n'est pas sans rappeler l'histoire d'un autre navire que tout le monde croyait insubmersible. Mais revenons à la Collins Line. Elle est devenue un opérateur très performant sur les routes transatlantiques avec un seul concurrent, la Cunard's Line. Il s'agissait d'une compagnie britannique qui ambitionnait également d'être la principale force en présence à travers le passage de l'Arctique. En 1835, la Collins Line a reçu un nouveau navire qui s'est rendu à Liverpool et est revenu à New York avec la plus grosse cargaison jamais vue à l'époque. À partir de ce moment-là, la compagnie n'a cessé de croître. Il semblait qu'elle n'allait connaître que des succès futurs. Malheureusement, ces somptueux navires sont devenus coûteux à faire fonctionner, notamment à cause de la quantité de charbon utilisé. La puissance massive et les faibles coques en bois signifiaient qu'ils avaient besoin de nombreuses réparations après chaque voyage. Ainsi, chaque voyage a fini par coûter cher. Mais comme les navires étaient sûrs et avaient une excellente réputation, les gens étaient prêts à payer le prix. Et l'entreprise n'était absolument pas en crise. Ils avaient réussi quelque chose que personne n'avait réussi à faire avant eux. Leur navire traversait l'Atlantique en 10 jours seulement. Et Edward Collins, le propriétaire, était déterminé à maintenir le rythme. Les 5 navires de la compagnie surpassaient facilement ceux de la Cunard's Line, qui n'en comptait que 3. Forte de son succès, elle a attiré davantage l'attention. Bien que le navire de la Cunard était plus lent, avec leur coque en fer, ils pensaient qu'il y avait encore du profit à faire. Parmi les navires de Collins, l'Arctic, le 3e à avoir été lancé, était le plus grand, atteignant 87 mètres de long, avec 2 moteurs à vapeur à levier latéral, chacun d'une puissance de 1000 chevaux. Les 16 roues à eau faisaient 16 tours par minute lorsqu'elle tournait à pleine vitesse. Au moment de son lancement, la presse l'a qualifié de « vaisseau le plus stupéfiant jamais construit aux États-Unis ». Mais tout le glamour et la gloire n'ont pas permis d'éviter ce qui allait suivre. Le 27 septembre, l'Arctic faisait son voyage de Liverpool à New York, naviguant à une allure rapide à travers l'épais brouillard. Il est possible qu'à ce moment-là, après 4 ans de voyage record, l'équipage ait pris trop confiance en sa navigation et en son navire. À seulement 80 km de Terre-Neuve, ils ont imprudemment poursuivi leur route dans le brouillard, sans contact radio, sans sonar, ni aucun autre moyen d'identifier de potentiels obstacles, équipés uniquement de codes Morse. Un navire de pêche plus petit, le SS Vesta, opérait souvent autour de Terre-Neuve. Il passait par le même chemin que l'Arctique et s'est écrasé sur son flanc. Choqué par la collision, le capitaine de l'Arctique a proposé son aide au Vesta, beaucoup plus petit. Mais il était vite devenu évident que les dégâts sur l'Arctique, qui semblaient mineurs, étaient en réalité sérieux. Sous la ligne de flottaison, un trou laissait entrer l'eau dans la coque. C'était le défaut d'une coque aussi légère et rapide. Ils se sont dirigés vers la terre ferme en essayant de colmater le trou. Mais ils ne s'en sortaient pas et l'eau de mer continuait à affluer, remplissant le navire qui s'enfonçait de plus en plus. Et finalement, une fois que la salle des machines a été pleine, les chaudières se sont éteintes, privant le navire de la puissance massive pour laquelle il était légendaire. Il a continué à naviguer lentement avant de s'arrêter complètement. Il continuait à couler et l'ordre a été donné de l'abandonner. À l'époque, le droit maritime autorisait l'Arctique à ne transporter que 6 canots de sauvetage, capables de sauver seulement 180 personnes. L'équipage et certains des passagers ont réussi à se frayer un chemin sur le pont et ont pris la plupart des sièges de ces canots. Mais le chaos régnait, et tout le monde a semblé oublier ses bonnes manières, ne laissant pas les femmes et les enfants embarquer en premier. Il a fallu 4 heures pour que l'Arctique coule. 150 membres d'équipage et 250 passagers étaient à bord,
ceux qui n'ont pas réussi à trouver une place au bord d'un canot de sauvetage ont fait une tentative désespérée pour construire leur propre radeau de fortune avec des parties du navire. 2 jours plus tard, seuls 3 canots sont arrivés sains et saufs sur le rivage. Les 3 autres n'ont jamais été retrouvés. Et crois-le ou non, l'équipe de sauvetage a aussi retrouvé des personnes qui s'accrochaient à l'épave depuis 2 jours. Contrairement à l'équipage, le capitaine a sombré avec l'Arctique, mais a étonnamment survécu. Il ne serait qu'une seule des 85 personnes qui s'en sont sorties, sur les 400 personnes à bord. Lorsque la nouvelle est arrivée 2 semaines plus tard, le public a été attristé par la catastrophe. Une grande colère a rapidement suivi envers le manque de mesures de sécurité et envers l'équipage. La presse a publié des demandes pour changer les lois et embarquer plus de canots de sauvetage. Il était logique d'en avoir suffisamment pour chaque personne à bord d'un navire. Mais ces demandes ont été ignorées. Cette négligence allait entraîner d'autres catastrophes à l'avenir. Des canots de sauvetage en nombre suffisant n'entreraient dans le droit maritime qu'environ 60 ans plus tard, après la catastrophe du Titanic. La femme et les 2 enfants d'Edward Collins étaient aussi à bord du navire et n'en sont pas revenus. Il avait le cœur brisé, mais n'a pas cessé de gérer son entreprise. La Collins Line avait encore une réputation à défendre, la plus grande, la plus rapide et la plus luxueuse sur l'Atlantique. Edward Collins allait maintenant construire un navire encore meilleur que tous les autres. Il s'appelait l'Adriatic, et c'était le plus grand navire du monde, presque 108 mètres de long. Avec 2 moteurs à vapeur alternatifs qui n'avaient jamais été construits de cette taille. À l'époque, ces moteurs à vapeur étaient l'apogée de l'ingénierie, bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus les voir que dans des modèles réduits et des jouets. Avec le nouvel ajout de 2 mâts, l'Adriatic serait aussi capable de naviguer à la voile si nécessaire. Heureusement, des leçons ont été tirées de la catastrophe de l'Arctique. Mais avant que leur nouveau navire ne soit construit, une autre catastrophe s'est produite. Le navire jumeau de l'Arctique a aussi coulé. On pense que la Collins voulait désespérément rester devant la Cunard avec ce 2e navire, qui a fini par heurter un iceberg quelque part pendant la course. Cette compétition malsaine a coûté la vie à 141 personnes. Le désespoir de Collins et de ses coques légères ont poussé la compagnie vers la faillite en 1858. L'Adriatic, nouvellement construit, qui avait coûté plus de 1 million de dollars, n'a finalement effectué qu'un seul voyage. Et même ce voyage a été considéré comme un désastre. Le navire est entré en collision avec un remorqueur. Il a tout de même réussi à terminer son voyage inaugural dans un temps convenable. Après la faillite de l'entreprise, il a fallu vendre le navire pour seulement 50 000 dollars. Les grands moteurs géants ont été retirés et remplacés par des voiles uniquement. Bien qu'il ait été autrefois le plus grand navire de haute mer, ce n'était que 30 ans plus tard qu'il a été abandonné dans une rivière, qualifiée d'irréparable. Les autres navires restants ont également été vendus et n'ont servi que pour les pièces détachées. Edward Collins a complètement quitté l'industrie, cherchant plutôt à travailler sur la terre ferme. Comme la Collins Line n'était plus dans le coup, la Cunard est montée en puissance. Sans concurrence, elle a dominé le marché pendant les 30 années suivantes. 180 ans plus tard, après avoir produit des centaines de navires, elle a toujours une présence constante sur les mers en proposant des traversées transatlantiques, des voyages autour du monde et des croisières de loisirs. À ce jour, la Cunard Line est la seule à exploiter des navires entre l'Europe et l'Amérique. Et c'est une belle preuve que ce n'est pas toujours le plus rapide qui gagne la course. On dit que rien n'est jamais perdu. Et c'est vrai, découvrons des navires figés dans le temps. Le premier est vraiment fascinant. Voici l'épave d'Anticythère. C'est un navire de commerce grec du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est situé sur la côte est de l'île grecque d'Anticythère, au point de convergence des mers Égée et Méditerranée. Environ 2000 ans plus tard, en 1900, un groupe de plongeurs grecs à la recherche d'éponges a découvert l'épave. Ils se rendaient en Tunisie, mais ont été obligés de se mettre à l'abri d'une tempête sur une île voisine. Comme ils ne pouvaient aller nulle part à cause de la tempête, ils ont décidé de chercher des éponges jusqu'à ce que le temps se calme. L'un des plongeurs a découvert l'épave du bateau à une profondeur d'environ 40 mètres. La chasse aux éponges s'est donc transformée en chasse au trésor.
Le capitaine du bateau des plongeurs a informé les autorités grecques de leur trouvaille et 2 autres navires ont été envoyés vers l'épave. L'opération de récupération a été couronnée de succès et les artefacts se trouvent désormais au Musée national archéologique d'Athènes. Ils comprennent 3 chevaux en marbre, grandeur nature, des bijoux, des pièces de monnaie et des centaines d'œuvres d'art, dont une statue colossale d'Héraclès de 2 mètres de haut. Parmi ces trésors, l'Éphèbe d'Anticythère, une statue en bronze d'un jeune homme, a attiré davantage l'attention que les autres. Car l'Éphèbe ne correspond à aucun modèle iconographique familier et il n'existe aucune copie connue de son type. Il tient un objet sphérique dans sa main. Les experts ont émis différentes hypothèses sur l'identité de ce personnage, mais elles ne font pas encore l'objet d'un consensus. Plus de 70 ans plus tard, Jacques-Yves Cousteau et son équipe se sont rendus dans la région et ont récupéré des centaines d'autres artefacts, ainsi que les restes de 4 personnes. Fait intéressant, ils ont aussi découvert un ensemble complexe d'engrenages imbriqués capables de prédire le mouvement du Soleil, de la Lune et de plusieurs planètes. Le mécanisme peut aussi indiquer les heures des éclipses solaires et lunaires des années à l'avance. Cette machine d'Anticythère est donc une espèce de calendrier informatique précoce. Il s'en servait pour planifier des événements importants comme les activités agricoles, les rituels religieux et les Jeux olympiques. Ces artefacts, trouvés dans l'épave d'Anticythère, font partie des découvertes les plus importantes de l'archéologie moderne. Rien que la machine elle-même a changé notre perception des limites de la technologie antique. Ce mécanisme repose sur une conception sophistiquée et a été fabriqué il y a plus de 1000 ans. Même après toutes ces découvertes étonnantes, les experts pensent que le site de l'épave demeure largement inexploré. C'est surtout à cause de son emplacement et de la configuration des fonds marins sur lesquels repose le navire. L'épave est trop profonde pour les plongeurs en scaphandre autonome, mais trop peu profonde pour utiliser un submersible. Une étude réalisée sur le fond marin en 2012 a révélé la présence d'une 2e épave, environ 245 mètres plus au sud. Il est clair que cette zone a beaucoup à offrir à l'humanité. Mais l'aurions-nous découverte si ces chasseurs d'éponges n'étaient pas allés l'explorer? Les scientifiques ont trouvé une épave en Antarctique au fond de la mer de Weddell, 107 ans après son naufrage. Le nom du navire était l'Endurance. C'était le navire perdu de l'explorateur Sir Ernest Shackleton. Les scientifiques qui l'ont trouvé des décennies plus tard affirment qu'il faisait partie des plus grandes épaves perdues de tous les temps. C'est pourquoi ils ont filmé toute la découverte. La vidéo montre les restes de l'Endurance et prouve qu'il est encore dans un état remarquable. Il est resté à 3000 mètres de profondeur pendant plus d'1 siècle. Et pourtant, on dirait qu'il a coulé très récemment. L'histoire est la suivante. Le navire a été écrasé par la glace et a coulé en 1915. Shackleton et son équipage ont dû embarquer dans de petits canots de sauvetage. À partir de ce moment-là, la survie a commencé. Shackleton a réussi à mettre son équipage en sécurité. Puis, le navire a coulé. C'est une histoire assez épatante. Mais pourquoi les scientifiques ont-ils accordé tant de valeur à ce navire ? Tout d'abord, l'expédition impériale transantarctique de Shackleton naviguait pour effectuer la première traversée terrestre de l'Antarctique. Oui, l'équipage s'est retrouvé piégé dans la glace, mais l'intention était louable. Deuxièmement, le défi même de trouver l'épave était de taille. La mer de Weddell est presque toujours recouverte d'une épaisse couche de glace, cette même glace qui a fait couler l'Endurance. S'approcher du lieu présumé du naufrage est très difficile, sans parler de la possibilité de mener des recherches. Les experts ont prévu le moment où l'étendue de la glace de l'Antarctique serait la plus mince, grâce aux images satellites. Ils ont également choisi un moment où la météo était en leur faveur pour lancer une expédition. Le docteur John Shears a déclaré qu'ils ont réussi à mener à bien la recherche d'épave la plus difficile au monde en luttant contre une glace en constante évolution, les blizzards et des températures descendant à moins 18 degrés Celsius. Et c'était des conditions plutôt clémentes pour la région. Enfin, regarde comme ces poutres sont bien conservées. On peut même encore lire le nom du navire. L'archéologue marin Mensun Bunt affirme que c'est la plus belle épave de bateau en bois qu'il ait jamais découverte. Or, il a 50 ans de carrière, donc ce ne sont pas des paroles en l'air. Mais comment se fait-il que le bois n'est pas pourri ?
Le docteur Michel Taylor, biologiste polaire des profondeurs, affirme que le bois s'est peu détérioré car les créatures mangeuses de bois ne se trouvent pas dans cette région sans forêt de l'Antarctique. Les ouvriers d'une mine de charbon dans l'est de la Serbie ont découvert 3 épaves de navires qui se trouvaient là depuis au moins 1300 ans. La plus grande provient d'une flotte de l'ancien Empire romain. Elle mesure environ 15 mètres de long et a un fond plat. On estime que le navire pouvait transporter un équipage de 30 à 35 personnes. En regardant sa coque, tu peux voir les marques de réparation. Cela nous donne un aperçu de ce qui se passait il y a plus de 1000 ans. Les 2 plus petits navires, quant à eux, correspondent aux descriptions de bateaux utilisés par les groupes slaves pour attaquer la frontière romaine. Ces 2-là ont été découverts sous la boue et l'argile dans le lit d'une ancienne rivière. Apparemment, à cette époque, il y avait une base romaine dans un endroit appelé Viminatium. Il est intéressant de noter que Viminatium était une capitale de province dont la population était estimée à 40 000 habitants au IVe siècle de notre ère. À titre de comparaison, elle était encore plus grande que Pompéi. La mine de charbon de Kostolac recèle bien des trésors. Les archéologues y avaient déjà trouvé des preuves d'une ancienne activité humaine et animale. Ainsi, en 2012, les experts ont trouvé les os d'au moins 5 mammouths laineux, lesquels se sont éteints il y a environ 10 000 ans. Des archéologues canadiens ont retrouvé un navire 150 ans après sa disparition dans les eaux de l'Arctique du Canada. Ce navire marchand s'appelle le HMS Investigator. Il a été acheté en 1848 pour rechercher le bateau de l'explorateur Sir John Franklin qui s'était perdu lors de l'expédition du passage du Nord-Ouest. Le HMS Investigator a donc quitté la Grande-Bretagne en 1850 pour cette opération de sauvetage. L'équipage de l'expédition, dont le capitaine était Robert McClure, a fait appareiller l'Investigator. Il a réalisé que ce qu'il cherchait se trouvait dans la dernière étape du passage du Nord-Ouest, la route maritime à travers l'Amérique du Nord. Mais avant qu'il ne puisse naviguer dans la mer de Beaufort, le navire de 122 tonnes s'est retrouvé à son tour coincé dans l'épaisse glace. L'équipage a passé l'hiver dans le détroit du Prince de Galles. L'été suivant, McClure a de nouveau essayé de naviguer jusqu'à la fin du passage. Mais la glace lui a de nouveau barré la route. Là aussi, l'équipage a été obligé de quitter le navire. Il a dirigé l'équipage vers la baie de Mercy. Ils ont dû y rester jusqu'en 1853, lorsque l'équipage du HMS Resolute les a enfin secourus. Imagine un équipage de 60 personnes qui a dû passer 3 hivers dans l'Arctique sans même savoir s'ils allaient survivre. Plus tard, le navire a été retrouvé, se dressant dans environ 11 mètres d'eau. Il était en très bon état. L'eau de l'Arctique avait empêché le pont extérieur du navire de se détériorer rapidement. On peut clairement voir la silhouette du navire et le bois dont il est fait. De plus, les archéologues ont découvert des artefacts sur la terre ferme laissés par les marins. Ils avaient tout déchargé avant d'abandonner l'Investigator. 3 tombes de marins et une épave de la marine britannique ont également été découvertes dans la région. Bonjour courageux visiteurs et bienvenue à l'exposition de l'étrange. Attention, cette expérience va te donner froid dans le dos. Même Sabrina la sorcière aurait du mal à gérer ses émotions devant ces photos. Maintenant, si tu te sens prêt à emprunter le tunnel des bizarreries, allons-y. La première photo nous ramène à Belfast des années 1900. Elle montre 15 femmes qui travaillaient dans une fabrique de lin. Si tu calcules combien de mains ont 15 personnes, ça doit faire 30, n'est-ce pas? Mais regarde bien la photo, et tu verras qu'il y a une main supplémentaire qui n'appartient à aucune des femmes présentes. Toutes les femmes se tiennent en rang, les bras croisés sur la poitrine et les mains repliées sous les bras. Il n'y a qu'une seule exception à cela, et c'est la femme de la deuxième rangée, qui a une main sur la hanche et l'autre sur le côté. La mystérieuse main en forme de griffe n'est ni la sienne, ni celle d'une autre femme proche d'elle. Elle est en fait posée sur l'épaule d'une femme de l'autre côté de la même rangée, et il n'y a personne d'autre à qui la main pourrait appartenir. Même si elle a un siècle, la photo est apparue pour la première fois sur Internet le 29 avril 2016. Elle a été envoyée à un site web par une femme nommée Linda, qui avait identifié la femme avec la main sur l'épaule comme étant sa grand-mère, Helen Donnelly. Mais elle n'a jamais précisé à qui appartenait la main. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'y a aucune preuve qui suggère que la photo ait été modifiée numériquement.
Alors, d'où vient cette main orpheline? Photoshop n'existait pas à l'époque, mais cela ne signifie pas que les photographes n'avaient pas les compétences nécessaires pour modifier leurs photos. Bien qu'il ne soit pas possible d'ajouter une main supplémentaire à une photo, il était sûrement possible de supprimer tout objet ou personne indésirable en les découpant simplement avec des ciseaux. Les photographes dessinaient ensuite au crayon ou au fusain ce qu'ils voulaient voir apparaître sur la photo. Ils pouvaient aussi combiner plusieurs négatifs pour créer une seule image. Il y a une autre réponse à la question de savoir d'où pourrait provenir cette main. Même si la photographie instantanée existait déjà dans les années 1900, certains photographes utilisaient encore la technique de l'exposition longue pour capturer le moment. Il est donc possible que pendant la prise de la photo, la femme à l'arrière ait d'abord placé ses mains sur Hélène, puis ait décidé de croiser les bras, ce qui fait que cette photo terrifiante est le résultat d'une longue exposition de l'appareil photo. Tu peux donc te rassurer en te disant que ce n'est pas la chose, la main de la famille Adams, qui a fait un photobombing. Sur notre deuxième photo, tu verras une jeune femme qui tient une apparition lumineuse entre ses mains. Cela pourrait presque faire croire que la magie existe. Désolé de te décevoir, mais il ne s'agit pas d'une sorte de Harry Potter. La femme sur la photo s'appelle Marthe Béraud, née en France et qui a plus tard changé son nom en Eva Carrière. Elle a vécu entre 1886 et 1943 et c'était une fausse médium. Elle prétendait avoir des capacités psychiques lui permettant de communiquer avec des gens de l'au-delà et de faire en sorte que leurs esprits se matérialisent pendant ses séances de spiritisme. À l'époque, ces imposteurs suivaient une procédure standard pendant leurs séances. Ils entraient dans un placard installé dans la pièce pour faire semblant de se concentrer. Puis, ils utilisaient leur pouvoir à plein régime pour générer de l'ectoplasme. Lorsqu'il n'est pas utilisé dans le contexte de la biologie cellulaire, l'ectoplasme est un terme faisant référence à une substance imaginaire qui sortirait du corps du médium. Il pourrait alors prendre la forme d'un visage, d'une main ou même du corps entier de la personne que l'on rappelle à la vie. Eva Carrière était l'une de ces médiums. Cette photo d'elle, prise en 1912 par le chercheur en parapsychologie allemand Albert von Schrenck-Nossing, la montre en action pendant Sherlock Holmes que c'était bien réel. Mais tu seras sans doute heureux d'apprendre qu'elle n'a pas pu tromper l'illusionniste et artiste de l'évasion Harry Houdini, qui, contrairement à Sir Arthur Conan Doyle, pensait que ses performances n'étaient rien d'autre que des tours de passe-passe. Ces chouettes sur notre troisième photo ne sont pas des chouettes de Poudlard qui t'apportent ta lettre d'admission. Cette photo a été prise dans les années 1920 devant la Manchester Grammar School, qui a été fondée en 1515 par un homme appelé Hugh Oldham. Et c'est à cause de lui que ces gens portent des costumes bizarres de chouettes tandis qu'ils défilent. Hugh Oldham est né à Manchester. Il n'était pas un érudit, bien qu'il ait fréquenté les universités d'Oxford et de Cambridge. Les frais de scolarité étaient moins chers à l'époque. Cependant, il était au service de la royauté et grâce à ses compétences administratives, il a été gratifié de titres importants. C'est ce qui l'a aidé à atteindre des postes élevés et à devenir une figure puissante et influente. Et grâce à ces nouvelles fonctions, il a pu amasser une grande richesse, qu'il a ensuite utilisée pour financer l'école. La devise de l'école d'Oldham, qui est inscrite sur son blason, est la phrase latine « sapere aude », qui peut se traduire par « ose être sage ». Aujourd'hui encore, l'école a toujours cette devise. Pourtant, la chouette ne symbolise pas la sagesse comme on pourrait le penser. La chouette, sur le blason de la Manchester Grammar School, porte une bannière sur laquelle figure le mot « dom ». Si on le lit comme un rébus, on obtient « Oldham », qui est en fait une référence à Hugh Oldham. Lorsque tu regardes l'écusson de la ville d'Oldham, tu verras qu'il est très similaire à celui de l'école. Ce choix a été fait pour refléter la prononciation d'Oldham dans l'accent local qui se rapproche davantage de Oldham. Par conséquent, c'est pour rendre hommage à leur père fondateur que le symbole de l'école et de la ville est la chouette. Donc, sois rassuré, il ne se passe rien de sinistre ni d'effrayant sur cette photo. Que dirais-tu de quelque chose de plus léger après tous ces trucs ésotériques? La quatrième photo représente un enfant innocent dont les yeux crient « Aide-moi ». Mais ne t'inquiète pas, celui qui le tient n'est pas le croque-mitaine. La chose sur laquelle il semble être assis est en fait sa mère. C'est ce qu'on appelle la photographie de la mère cachée, et c'était en fait très courant à l'époque victorienne. Dans les années 1840, la seule façon pour les gens de se faire photographier la pose à un bébé. C'est donc la raison pour laquelle la technique de la mère cachée est née.
Les enfants étaient photographiés en présence de leur mère, mais cette dernière devait être cachée dans le cadre. Pour y parvenir, elle se tenait souvent derrière des rideaux, sous un manteau ou une couverture, ou faisait office de chaise. Parfois, les photographes retiraient aussi les parties des photos où la mère était visible. Déjà à l'époque, les mères devaient se plier en quatre pour leurs enfants. Certaines des photos se sont avérées plutôt réussies, mais d'autres ont fini par avoir un aspect cauchemardesque. Cette pratique a continué à être utilisée jusque dans les années 1920. Mais comme les appareils photos sont devenus plus rapides, les mères n'avaient plus besoin de se cacher. Du moins, jusqu'à ce que le photobombing devienne à la mode. Au début du XXe siècle, quelque part au large des côtes d'Afrique de l'Ouest, un bateau à vapeur allemand quittait son port. Soudain, le temps s'est brutalement dégradé et le navire s'est enfoncé dans un épais brouillard. Le bâtiment s'est échoué contre un banc de sable proche du rivage. Heureusement, personne n'a été blessé et les marins ont même pu sauver leur précieuse cargaison. Mais le bateau était définitivement coincé. Et il n'était pas le seul. Presque toute la longueur de la côte ouest de Namibie est appelée la côte des squelettes. Et si son nom semble sinistre, c'est parce qu'elle l'est elle-même. Cette plage, longue de 1570 km, fait partie des endroits les plus dangereux de la planète. Les tribus bushmen locales entretiennent la croyance selon laquelle leur divinité tutélaire aurait créé cette terre lors d'un accès de furie. Les Portugais ont été les premiers Européens à poser le pied en Namibie au XVe siècle. Et non, ils n'aimaient pas non plus la côte des squelettes. Les exportateurs portugais pensaient que cette terre abritait les portes du monde souterrain. C'est l'endroit où le désert du Namib rencontre l'océan Atlantique. Il n'y fait peut-être pas bon naviguer, mais c'est un lieu magnifique, ainsi qu'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si quelqu'un devait assurer la promotion de la côte des squelettes, il démissionnerait dès le premier jour. La région n'est pas vraiment touristique, en raison de sa géographie et de son histoire. Sous le sable et sous les vagues, un courant océanique secret guette les marins qui ne se doutent de rien. Il s'agit du courant Benguela. Il coule vers le nord, le long de la côte sud-africaine. Cette partie de l'Atlantique est riche en vie marine, mais la terre désolée qui l'aborde n'a pas vraiment gagné au change. C'est ce climat aride qui a créé le désert du Namib, l'une des régions les plus sèches de la planète. Et cette vie marine dont on vient de parler, ce sont des requins. 11 espèces d'entre eux pour être précis. Et oui, même le grand requin blanc y pointe le bout de son nez de temps à autre. Pour l'instant, nous avons un paysage désertique, de forts courants et des requins. Ce n'est certainement pas le lieu idéal pour une station balnéaire. Mais si quelqu'un se retrouve sur la côte des squelettes, saura-t-il qu'il court un grand danger? Ne t'inquiète pas, il s'en rendra bien compte par lui-même. La plage est jonchée d'épaves de toutes tailles et de toutes origines. Si tu te souviens du navire allemand dont on a parlé au tout début, sa poupe massive et rouillée dépasse maintenant des sables du désert. Au total, quelques 500 épaves sont disséminées le long de la côte. Et c'est une foule hétéroclite, des galions portugais vieux de plusieurs siècles aux navires qui s'y sont échoués à notre époque. Un bateau de pêche moderne, baptisé le Zeila India, a trouvé le moyen d'échapper à son câble de remorquage en 2008 pour se retrouver échoué sur la côte des squelettes. Certes, il ne s'est pas vraiment échappé tout seul, et les éléments l'y ont un peu aidé. Mais il vaut mieux être une attraction touristique sur la plage que d'être démantelé pour sa ferraille. Et c'est d'ailleurs ce qui attendait initialement ce pauvre chalutier. Le résident le plus célèbre de la côte des squelettes est l'épave du Dunedin Star. Ce cargo britannique s'est échoué ici en 1942. La vaste opération de sauvetage qui a suivi révèle pourquoi il est si dangereux pour les marins de s'aventurer ici. Les secours ont réussi à sauver tous les membres de l'équipage ainsi que les passagers. Mais à quel prix? Un avion et un remorqueur ont été perdus au cours de l'opération et il aura fallu 2 mois au dernier des sauveteurs pour rentrer chez eux au Cap, en Afrique du Sud. Pourquoi, te demandes-tu? Un simple coup d'œil sur une carte de la région permet de le comprendre. C'est une immense étendue de jaune, autrement dit de sable. Il y a si peu de routes ici que la côte des squelettes est presque inaccessible par voie terrestre. Et il existe aussi quelques obstacles juridiques. Un permis spécial est exigé pour conduire dans la région. Mais les squelettes qui donnent son nom à la zone ne font pas seulement référence au bateau. Ils évoquent également des ossements d'animaux, dont la plupart appartenaient à des baleines et à des phoques.
De nombreuses créatures se sont adaptées à la région, et c'est pourquoi les lions et les hyènes parcourent le littoral en quête de nourriture. Et oui, maintenant il y a aussi des lions affamés, comme si les requins ne suffisaient pas. Les éléphants, les guépards, les léopards et les girafes sont d'autres animaux qui élisent temporairement domicile sur la côte des Squelettes. En 1971, les autorités namibiennes y ont créé un parc national. Mais à part des surfeurs adeptes d'adrénaline, ils ne reçoivent pas beaucoup de visiteurs. On peut comprendre pourquoi. Le désert du Namib est le plus vieux désert du monde et il n'est pas non plus très touristique. Ceux qui se rendent dans la région doivent emporter de la crème solaire et une chaude veste d'hiver. Une étrange combinaison, n'est-ce pas? Eh bien, pas tant que ça, quand on pense que pendant la journée, les températures grimpent en flèche jusqu'à plus de 45 degrés. Et la nuit, la température de l'air descend en dessous de zéro. De vraies montagnes russes climatiques. Et ce n'est pas là le dernier péril, il y en a encore d'autres. Tu te souviens de ce navire allemand qui s'est perdu dans un épais brouillard? Ce n'était pas un événement isolé. En raison du climat de la région, le brouillard apparaît très fréquemment. Voilà qui fera une belle jambe aux marins, mais ce brouillard est en fait bénéfique pour la faune. Il s'agit de la seule source d'eau du désert namibien. Les reptiles et les mammifères se sont adaptés à ce climat rude et ils utilisent le moins d'eau possible. Des sables changeants, un épais brouillard, des courants puissants, des lions et des requins. Ce n'est pas ce que tu mettrais en avant dans une brochure touristique. Mais la côte des Squelettes n'est pas la seule plage sur Terre où tu ne voudrais vraiment pas passer tes vacances. On t'emmène maintenant à Cap Tribulation en Australie. Cette zone s'étend sur quelques 125 km² au nord-ouest du continent, dans la région du Queensland. Et non, la région n'est pas aussi aride que la côte des Squelettes. Elle est englobée par la forêt tropicale de Daintree. On peut dire qu'ici, c'est la jungle et non le désert qui rencontre l'océan. La plage de Cap Tribulation semble tout droit sortir d'une carte postale, mais les apparences peuvent être parfois trompeuses. L'Australie? Des requins sans aucun doute. Eh bien non, ce sont les crocodiles qui s'occuperont de toi si tu décides d'aller faire un plongeon dans la mer. Ce sont des crocodiles marins que les habitants surnomment Salties. Un joli surnom pour un reptile aussi féroce. Et il n'y a pas que. La faune locale semble avoir plus d'une dent contre les visiteurs. D'octobre à juin, les eaux autour du Cap Tribulation regorgent de méduses boîtes. Leur venin affecte le système cardiovasculaire humain. Lorsqu'ils sont piqués par une méduse en mer, les nageurs n'ont pas le temps de rejoindre la terre ferme pour recevoir de l'aide. Le vinaigre aide toutefois à neutraliser la piqûre, mieux vaut donc en garder une bouteille à portée de main. Les crocodiles et les méduses ont l'air dangereux, mais il y a un autre animal auquel il faut faire attention. Il s'agit des sangliers sauvages. Cela peut sembler comique, mais tu ne riras pas lorsque tu seras poursuivi par l'un d'entre eux sur la plage. 21 millions de sangliers vivent en Australie. Ils sont surtout actifs la nuit, ce qui rend la situation encore plus dangereuse lorsqu'ils te chargent. La meilleure défense consiste à tourner en rond. Les sangliers ne savent pas très bien négocier les virages. C'est probablement pourquoi on n'en voit pas beaucoup faire carrière dans le sport automobile. Cap Tribulation recèle un dernier danger, et cette fois, ce n'est pas un animal. Ici, même les arbres se liguent contre les intrus. Le Gympie Gympie a beau avoir un nom rigolo, si tu essaies de cueillir l'une de ces magnifiques baies rouges, il se défendra. Ces piquants sont comme de minuscules éclats de verre et leur effet désagréable sur ta peau durera plus d'1 mois. Il y a aussi l'arbuste Wait a While. On se demande qui trouve tous ces noms à coucher dehors. Les longues lianes de ce palmier grimpant sont pourvues de pointes qui s'accrochent aisément et ne relâchent rien. Elles sont si robustes qu'elles peuvent faire tomber un homme d'un cheval. Et il n'aura d'autre choix que d'attendre que quelqu'un vienne le sauver de cette situation épineuse. Si tu étais sur le point de rayer cette plage australienne de ta liste de vacances, attends juste un instant. Le tourisme, ici, est en plein essor. Les autorités locales ont restreint l'accès à toutes les zones dangereuses et les visiteurs sont invités à se baigner dans ces trous d'eau paradisiaques entourés d'une végétation luxuriante. Il y a même des cordes pour se balancer. Voilà une plage sur laquelle on peut enfin se détendre. Un épais brouillard se lève sur l'océan tandis que le soleil descend lentement sur l'horizon. Il est difficile de voir à plus de quelques dizaines de mètres devant soi. Mais c'est suffisant pour distinguer une forme squelettique et imposante au loin. Alors que ton navire s'approche de la silhouette, ton cœur se met à battre plus vite. Et enfin, tu devines les contours d'un autre navire, abandonné à en juger par son apparence.
Les bateaux fantômes existent, et leurs mystères n'ont pas toujours été résolus. Celui du MV Royita, par exemple. C'était un yacht de luxe, fait de bois et construit en 1931. Il est passé de main en main pendant plus de 20 ans avant d'être racheté par un marin des îles Samoa et d'être transformé en un navire marchand. En 1955, cependant, le service du Royita a connu une fin abrupte et mystérieuse. Le 3 octobre, il a pris mer pour un énième voyage commercial. Celui-ci n'aurait pas dû prendre plus de 48 heures. Les retards sont courants en mer. Alors que le Royita n'est pas arrivé comme prévu le 5 octobre, on ne s'en est pas tout de suite inquiété. Mais il n'est pas arrivé non plus le jour suivant. Et on ne détectait aucun signal de détresse, ni un quelconque signe de la présence du Royita entre ses points de départ et d'arrivée. Une équipe de recherche et de sauvetage a alors été envoyée pour retrouver le navire, et pendant 6 jours, elle a parcouru la zone de près de 259 000 km². Le 12 octobre, la mission est revenue à la base sans l'avoir retrouvé. Le Royita avait disparu sans laisser de traces. Ce n'est qu'un mois plus tard que les personnes à bord d'un autre navire marchand, le Tuvalu, ont repéré le navire disparu, dérivant loin de sa route en haute mer et gîtant fortement. Les marins sont montés à bord du navire et ont découvert que tout son équipage ainsi que ses passagers, 25 personnes au total, avaient disparu, de même que la totalité de la cargaison que le navire transportait. Sa radio était réglée sur le canal de détresse international, ce qui signifie que l'équipage avait essayé d'appeler à l'aide. Mais il n'avait pu joindre personne car le câble radio avait été endommagé, limitant sa portée à guère plus de 3 km. Les canaux de sauvetage avaient également disparu, ce qui indique que les passagers avaient réussi à quitter le navire. Malheureusement, ils avaient emporté le journal de bord avec eux, laissant l'équipage de sauvetage désemparé et sans ressources pour leurs recherches. Aujourd'hui encore, le mystère du MV Royita n'a pas encore été résolu. Personne ne sait où l'équipage et les passagers sont allés, ni ce qui les a poussés à partir. Le SV Carol A. Deering n'est pas un bateau fantôme au sens habituel du terme. On ne l'a jamais vu en pleine mer. Au lieu de cela, il a été retrouvé sur un rivage, mais les circonstances de son échouage demeurent une énigme entourée de mystères. Le Carol A. Deering avait été construit en 1919 dans le Maine. C'était un grand navire conçu pour les voyages commerciaux. Malheureusement, malgré son coût de construction très élevé, il n'a servi qu'un an avant son dernier voyage. Le 19 juillet 1920. Le navire se rendait de Porto Rico à Rio de Janeiro via Newport News pour livrer une cargaison de charbon. Il était presque à mi-chemin de sa destination finale lorsque le capitaine est tombé gravement malade et l'équipage a fait demi-tour pour le déposer, lui et son fils, et lui trouver un remplaçant. Le voyage s'est déroulé sans incident, mais quand ils sont arrivés à la Barbade en décembre pour le réapprovisionnement, une atmosphère étrange régnait au sein de l'équipage. Le second ne semblait pas très content du nouveau capitaine. Personne n'y a prêté attention à l'époque, et peut-être on aurait dû y apporter plus d'importance. On a aperçu pour la dernière fois le Carol A. Deering en mer le 28 janvier 1921, lorsqu'un bateau phare l'a repéré au large des côtes de Caroline du Nord. Il y avait de l'agitation sur le pont arrière du navire, où l'équipage n'était normalement pas autorisé. Puis, les passagers d'un autre navire l'ont aperçu, mais il n'y avait déjà plus personne sur les ponts. Le 31 janvier, le navire marchand a été retrouvé échoué dans les Diamond Shoals, un site tristement célèbre pour les nombreux naufrages qui s'y produisent depuis des siècles. Lorsque l'équipe de recherche et de sauvetage est montée à bord, elle a trouvé le navire abandonné, le journal de bord et les effets personnels de l'équipage disparus avec les 2 canots de sauvetage. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé à bord du Carol A. Deering en ce terrible mois de janvier. Selon la version la plus largement admise, une mutinerie aurait eu lieu. Nous ne découvrirons peut-être jamais la vérité. Le SS Baichimo est peut-être l'un des navires fantômes les plus remarquables de l'histoire. Ce grand cargo à vapeur a été construit en 1914 en Suède et a été en service pendant plus de 16 ans. Échangeant des provisions contre dépôt avec les tribus natives d'Alaska et du Canada. Mais le 1er octobre 1931, le Baichimo s'est retrouvé pris dans la banquise. Au début, l'équipage a cru qu'il lui suffirait d'attendre et qu'il pourrait poursuivre sa route, car le navire s'est libéré en quelques jours. Mais moins d'une semaine plus tard, il s'est de nouveau échoué, et cette fois pour de bon. Une semaine après ça, une équipe de sauvetage a été envoyée pour récupérer 22 des membres de l'équipage du Baichimo, tandis que 15 autres resteraient à bord pour attendre que l'hiver passe et rentrer avec le navire. Mais un mois plus tard, après un puissant blizzard, les marins sont sortis de leurs abris pour découvrir que le navire avait disparu. Par chance, un chasseur autochtone leur a dit peu après que le Baichimo n'était pas encore perdu.
Ils l'avaient vu à environ 72 km de l'endroit où ils étaient stationnés. Ils ont réussi à le retrouver, mais ont décidé que le navire ne survivrait pas à l'hiver. Alors ils ont emporté ce qui se trouvait de plus précieux dans la cargaison et l'ont abandonné. Ils avaient tort cependant. Le SS Baichimo a survécu à cet hiver, et aux nombreux autres qui ont suivi. Lorsque la glace s'est brisée, il a pris la mer tout seul, dérivant le long des côtes du Canada et de l'Alaska. Plusieurs personnes ont aperçu le bateau fantôme, parfois à la dérive en pleine mer, d'autres fois bloqué dans la banquise. À plusieurs reprises, des gens ont tenté de monter à bord et de le récupérer, mais les conditions météorologiques et le manque d'équipement les en ont chaque fois empêchés. Le SS Baichimo a été aperçu pour la dernière fois par des autochtones d'Alaska en 1969, 38 ans après son abandon. Ce qu'il est devenu par la suite, nul ne le sait. L'histoire du SS Ouran-Médan est l'une des plus déroutantes et des plus déchirantes du XXe siècle. Personne ne sait même avec certitude si ce navire a jamais existé. Il n'a pas été enregistré dans le Lloyd's Register, le registre international des navires. Alors, soit il s'agit d'une histoire à dormir debout, soit le navire n'a jamais été enregistré officiellement, pour des raisons plutôt louches. Dans tous les cas, nombreux sont les récits sur le destin du Médan. Selon la plupart des témoignages, il transportait une cargaison dans les eaux indonésiennes, lorsqu'un appel de détresse a été reçu par un autre navire à proximité. L'officier de service a entendu un message SOS, mais son contenu varie selon les versions. Le message ne s'est pas répété et l'équipage du Médan n'a répondu à aucune tentative de contact. Le navire qui a reçu l'appel de détresse s'est précipité à son secours, mais n'a atteint le navire que le lendemain, alors qu'il dérivait déjà et gitait légèrement. Lorsque les sauveteurs sont montés à bord, ils ont constaté qu'aucun membre de l'équipage n'avait survécu. Cependant, il manquait un canot de sauvetage, ce qui veut dire qu'au moins un membre de l'équipage avait réussi à s'échapper. Ce qui est arrivé au reste des personnes présentes à bord demeure un mystère à ce jour. On ne sait toujours rien de concret sur cette histoire, et nous ne saurons peut-être jamais si le SS Ouran-Médan a réellement existé ou s'il ne s'agit que d'une fiction. Le SV Zebrina était une barge à voile, pourvue de 3 mâts, construite en 1873 pour effectuer des voyages commerciaux fluviaux en Amérique du Sud. Elle a servi pendant plus de 4 décennies, prouvant sa solidité et sa fiabilité. Elle a ensuite été transférée en Europe, où elle a continué son service de manière exemplaire. Mais en octobre 1917, le Zebrina a pris la mer pour un voyage ordinaire et a été retrouvé échoué quelques jours plus tard. Mystérieusement, étant donné que le navire était parfaitement intact, l'équipage de 5 personnes ainsi que le capitaine avaient disparu. Il n'existe aucun témoignage direct, ni aucun fait concret sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. La théorie la plus convaincante est que l'équipage a été emporté par une explosion sous-marine. Et que le navire a ensuite pris la mer sans eux. Mais la vérité, comme toujours, demeure incertaine. On est en 2018. Tu te réveilles tôt pour aller pêcher. Tu vas là où tu as été hier. Tu jettes ta ligne à l'eau et tu attends. Le flotteur remue. Tu as attrapé un poisson, mais... Hé! Allô? Pourquoi tu ne fais rien? Tu n'es pas du tout concentré sur ton poisson. Tu observes quelque chose au loin. Tu n'en reviens pas. Il y a un immense navire échoué sur un banc de sable. Il n'était pas là hier. Il a dû s'échouer cette nuit. Ok, il va probablement reprendre la mer bientôt. Tu pêches encore quelques heures. Tu continues à observer le navire, mais tu ne remarques aucun mouvement. Est-ce qu'il est abandonné? Des bateaux et les gardes-côtes s'approchent du navire. Tu décides d'aller jeter un coup d'œil, toi aussi. Tu montes dans ton vieux rafio et c'est parti. La brume descend sur la mer et l'atmosphère devient sinistre. Le navire est vide et rouillé. Mais où est l'équipage? Et comment le navire est-il arrivé ici? Les gardes-côtes montent à bord. Ils inspectent la cale, les cabines et le pont. Il y a des affaires, des restes de nourriture, des carnets de notes et des vêtements. On dirait que l'équipage a complètement disparu. Les pêcheurs, les premiers à avoir repéré le navire, n'ont vu personne descendre. Aucun message radio n'a été envoyé au port et personne n'a signalé la présence du navire. Il est sorti de nulle part. La seule façon d'obtenir des informations, c'est de regarder le numéro et le nom de l'embarcation. Il s'agit du Sam Ratulangi PB 1600. Les gardes-côtes comparent ces informations avec leur registre. Et incroyable! Ce navire a été construit en 2001 en Indonésie.
Il était utilisé pour transporter des cargaisons lourdes à travers les mers d'Asie et a opéré régulièrement pendant 8 ans. Ces matériaux industriels étaient livrés aux 4 coins de la région, mais quelque chose a mal tourné. En 2009, on sait que le Sam Ratulangi naviguait près des côtes de Taïwan. Puis, plus rien. Il n'existe aucune information sur son parcours, plus aucun signalement dans aucun port. Tout le monde pensait qu'il avait coulé, de sorte que personne ne l'a plus recherché. Puis, 9 ans plus tard, il réapparaît ici, énorme et tout rouillé, près des côtes de Birmanie. Sans équipage et sans carburant. Une enquête est ouverte. Les enquêteurs essaient de retrouver les noms de tous les matelots à bord du navire et tous les indices qui peuvent aider à résoudre ce mystère. Ils espèrent aussi que le propriétaire se manifestera bientôt. Ils trouvent 2 cordes d'amarrage à bord. C'est donc qu'un autre navire a remorqué le Sam Ratulangi jusqu'à cet endroit. 13 membres de l'équipage sont identifiés et retrouvés. Ils disent qu'ils voulaient retrouver un chantier naval au Bangladesh pour faire réparer le Sam Ratulangi. Un autre navire aurait essayé de le remorquer, mais les 2 câbles se seraient rompus alors qu'une tempête éclatait. À cause de la météo, l'équipage aurait abandonné le navire. Personne ne sait où est passé le navire ces 9 dernières années, ni comment il a pu se maintenir à flot sans équipage. Voici une autre histoire de navire encore plus mystérieuse. Le 16 février 2020, les habitants d'un village irlandais ont retrouvé un navire échoué sur des rochers, non loin de la côte. Le navire était rouillé, avec des trous dans la coque. Personne n'avait vu ce navire la veille. Il est apparu au beau milieu de la nuit. L'Alta avait été vu pour la dernière fois quelques mois auparavant, à plusieurs milliers de kilomètres des côtes irlandaises. Ce jour-là, l'Alta naviguait sur les eaux de l'océan Atlantique. Un autre navire, le MS Protector, l'a aperçu et son équipage a essayé de le contacter, mais sans succès. L'équipage du MS Protector a compris qu'il s'agissait d'un vaisseau fantôme. 5 mois plus tard, l'Alta apparaissait sur les côtes irlandaises. Il y a plus de questions que de réponses dans cette histoire, mais nous avons réussi à glaner quelques informations. En 2015, l'Alta apparaissait et disparaissait régulièrement des radars. Tous les navires ont un système de localisation interne qui permet de suivre leur parcours par satellite. Mais l'équipage de l'Alta désactivait souvent ce système, probablement pour dissimuler des activités illicites. Bref, en 2017, le navire naviguait régulièrement entre les ports des îles grecques. Puis le signal de localisation a disparu et il n'est réapparu que 10 mois plus tard, près des côtes d'Afrique du Nord. Au cours de cette période, le navire a changé de pavillon plusieurs fois. En septembre 2018, l'Alta se trouvait au sud-est des Bermudes, en direction de Haïti. L'équipage a alors dû faire face à plusieurs problèmes. Tout d'abord, le moteur principal est tombé en panne en plein océan Atlantique. L'équipage n'a pas réussi à le réparer et ils sont restés plusieurs jours à la dérive. Les réserves de nourriture et d'eau étaient presque arrivées à court. La situation n'a fait qu'empirer quand l'équipage a découvert qu'un ouragan s'approchait d'eux. Ils ont heureusement réussi à contacter les gardes-côtes des États-Unis. Le 2 octobre, un hélicoptère les a rejoints et leur a apporté des vivres suffisantes pour plusieurs jours. Un bateau de sauvetage a ensuite évacué l'équipage avant l'ouragan pour le faire débarquer à Puerto Rico. L'Alta est resté seul à la dérive dans l'océan. Peu après, un navire s'est approché de l'Alta pour le remorquer vers les côtes de la Guyane. C'est là que ça a mal tourné. Quelqu'un a dérobé le navire, désactivé le système de localisation et appareillé vers une destination inconnue. Environ 1 an plus tard, le MS Protector a croisé l'Alta vide dans l'océan Atlantique. Puis 9 mois plus tard, le navire sans équipage a rejoint les côtes de l'Irlande. Comment a-t-il pu naviguer sur l'océan Atlantique et rejoindre les côtes irlandaises? C'est un mystère. C'est peut-être juste de la chance. Personne n'a vu le navire dans ce laps de temps. Il a juste fait des kilomètres et survécu aux tempêtes. Qui est le capitaine? Que sont devenus les voleurs? À qui appartient le navire? Un jour, quelqu'un a appelé la municipalité du village en Irlande et a déclaré que le navire lui appartenait. Mais cette personne n'a pas fourni la moindre preuve. Plusieurs barils de pétrole ont été retrouvés à bord et ont été débarqués par hélicoptère. L'Alta était tout rouillé. La corrosion du métal pouvait nuire à l'environnement.
Le navire n'avait aucune valeur commerciale, mais il aurait fallu plusieurs millions pour le démanteler. Il y avait alors 3 options. Laisser le navire là où il était, le remorquer en pleine mer et le laisser couler, ou bien le démanteler. Mais la nature a fait son choix. Les tempêtes et les vagues ont brisé la coque en 2. En tout, l'Alta a passé environ 2 ans à la dérive dans l'océan Atlantique, sans équipage. Mais ce n'est rien comparé à un autre navire, qui a navigué seul pendant 38 ans. C'est le SS Baichimo qui détient ce record. Il s'agit d'un navire marchand qui appartenait à une société commerciale. En 1931, alors qu'il naviguait près des côtes de l'Alaska, il s'est retrouvé coincé dans la banquise, en pleine tempête. Le blizzard était si intense que les membres de l'équipage ne voyaient qu'un voile blanc devant eux. Impossible de continuer à naviguer. L'équipage devait attendre la fin de la tempête. Ils ont attendu 1, 2, 3 jours, une semaine. Mais la tempête ne faisait que s'intensifier. Lorsqu'elle s'est enfin calmée, l'équipage a décidé de se diviser en 2 équipes. La première équipe est partie rejoindre la ville la plus proche, et la deuxième équipe, celle du capitaine, est restée à proximité du navire. Ils ont installé un campement en attendant que le blizzard, qui avait recommencé à sévir, se calme de nouveau. Ils ne voyaient rien. Puis un jour, enfin, le beau temps. Super, maintenant on va... mais où est le navire? Le SS Baichimo avait disparu pendant la tempête. Le capitaine, convaincu qu'il avait coulé, abandonne les lieux avec son équipage. La semaine suivante, il aperçoit son navire à la dérive, près de l'endroit où il l'avait perdu. La coque était si endommagée qu'il était hors de question de remonter à bord. Réparer de tels dégâts aurait été inutile et bien trop cher, et le capitaine a donc décidé de l'abandonner définitivement. Il était certain qu'il aurait coulé tôt ou tard, mais il est resté à flot les jours suivants, puis les mois suivants, puis les années suivantes. Les habitants de l'Alaska ont signalé la présence de ce navire à proximité des côtes pendant 38 ans. Le SS Baichimo a été aperçu pour la dernière fois en 1969. Les personnes qui l'ont vu disent qu'il était congelé, presque intégré à la glace. Une expédition avait été organisée pour le retrouver, mais elle n'a pas eu le moindre succès. Le SS Baichimo se trouve probablement quelque part au fond de l'océan. Salut! J'ai récemment décidé de demander ma copine en mariage et je suis allé à la bijouterie. Alors que je choisissais une bague, le vendeur m'a raconté des histoires sur différentes pierres. Et l'une d'entre elles, la plus fascinante, était une légende expliquant pourquoi les membres de la famille royale n'achèteraient jamais de rubis. La rumeur dit que pour les monarques britanniques, les rubis portent malheur. Mais d'où leur viendrait une telle idée? Et comment cette superstition est-elle née? Personne ne le sait, mais beaucoup de gens l'attribuent à la reine Victoria. L'histoire raconte que la monarque du 19e siècle n'aimait pas du tout cette magnifique gemme rouge. Comme tu le sais, Victoria, l'arrière-arrière-grand-mère d'Élisabeth II, était très influente, particulièrement en ce qui concernait la mode. Et tout ce qui plaisait à la reine des tendances devenait presque instantanément incontournable. Pour preuve, rappelons que les robes de mariée en satin blanc ne sont devenues populaires qu'après le mariage de la reine Victoria avec le prince Albert en 1840. Avant cela, les mariés portaient toutes sortes de couleurs. La seule couleur considérée comme portant malheur était justement le blanc. Avant que Victoria ne change la donne, le blanc était associé à la malchance. Dans certaines cultures, comme en Inde, c'est d'ailleurs encore le cas. Et puisque la reine avait pu transformer si rapidement un mauvais augure en une coutume de mariage qui perdurerait pendant des siècles, il est tout naturel de penser qu'elle a fait la même chose, mais dans l'autre sens, avec les rubis. Après tout, Victoria n'en a pas porté lors de son mariage. Elle a porté des saphirs et des diamants. Mais d'où venait son aversion pour les rubis? Juste une préférence personnelle? Ou la peur d'une ancienne malédiction? Explorons les faits. La mère de la reine Victoria a célébré le mariage de sa fille en lui offrant ce que l'on appelle une parure de rubis. Une parure est un ensemble de bijoux assortis
comme par exemple des boucles d'oreilles et un collier. Comme son nom l'indique, celle-ci débordait de rubis. Avant de la céder à son tour, Victoria a arboré la couronne qui faisait partie de l'ensemble durant de nombreuses occasions. Il existe aussi une légende selon laquelle ce serait son mari qui avait une phobie des rubis et qui aurait interdit ces pierres précieuses le jour de leur mariage. Mais il s'avère que c'est un mythe, car la bague de fiançailles de Victoria, en forme de serpent, était composée de minuscules rubis, de diamants et d'une émeraude. Donc, bien que la reine Victoria ait lancé de nombreuses tendances, l'idée que les rubis portent malheur n'en faisait pas partie. Tous les membres de la famille royale britannique évitent-ils les rubis. Quoi qu'il en soit, cette pierre précieuse rouge a plusieurs fois porté malheur. Les mariages qui ont suivi des fiançailles assortis d'un rubis n'ont pas semblé résister à l'épreuve du temps. À commencer par celui de la princesse Margaret, sœur d'Élisabeth II, et celui de Sarah, duchesse d'York, qui avait été mariée au fils de la reine, Andrew. Toutes deux avaient des bagues de fiançailles en rubis, et leurs mariages n'ont pas duré. As-tu déjà entendu dire que dès que Marie de Teck a reçu sa bague de fiançailles en rubis, le futur marié a succombé à la grippe? Mais ne cédons pas trop vite à la superstition. Il n'y a aucune preuve que Marie ait reçu une bague, de quelque nature que ce soit, lors de ses fiançailles. Sa mère, la princesse Marie-Adélaïde, cousine de la reine Victoria, a bien reçu une bague en rubis. Son mariage a subsisté, mais il s'agissait plutôt d'un cas de figure où Marie s'est rabattue sur un prétendant en l'absence de meilleures options. Pas exactement une histoire d'amour passionnelle. Penses-tu que la pierre précieuse était en cause? Et qu'en est-il de toutes les autres mariées malheureuses avec des rubis au doigt? Si nous cherchons des exemples de mariages malchanceux dans la monarchie britannique, la première personne qui vient à l'esprit est Henri VIII. Sur les 6 épouses d'Henri, 2 auraient eu des rubis. Anne de Clèves portait ce qui ressemblait à une bague en émeraude et rubis sur le portrait qui a convaincu Henri de l'épouser. Malheureusement, la vraie Anne s'est révélée moins séduisante. Et Henri a donc ordonné l'annulation de leur mariage l'année suivante. Toutefois, lorsque l'on sait ce qui est arrivé aux autres épouses d'Henri, on peut dire que la bague en rubis a porté chance à Anne. Mais la deuxième femme à porter la bague, Catherine de Howard, n'a pas eu autant de chance. Voilà qui réfute la théorie. Maintenant, réfléchis à la chose suivante. Beaucoup des pierres qui ornent ces bagues de fiançailles proviennent de couronnes. Sans surprise, la famille royale possède toutes sortes de coiffes ornées de bijoux. Des couronnes sophistiquées, des tiares plus petites et celle avec le plus grand rubis non taillé du monde, le rubis du prince noir. Tu n'as peut-être jamais entendu ce nom, mais tu l'as certainement déjà vu. Imagine le roi ou la reine d'Angleterre et la grande couronne sur sa tête, celle qui ressemble à un chapeau de fourrure bouffant. C'est ce qu'on appelle la couronne impériale d'apparat, et c'est probablement la raison pour laquelle tu dessinais cette forme de couronne quand tu étais enfant. Celle avec cette énorme tache rouge au milieu. Eh bien, il s'avère que cette tache est un rubis. Oui, il est aussi gros que ça, environ 5 cm de large et pesant 170 carats. C'est presque le poids d'une balle de golf, ce qui ne serait pas si impressionnant si nous ne parlions pas d'une pierre précieuse. Ce célèbre rubis historique n'est pas exactement un rubis. C'est une spinelle, mais nous n'allons pas entrer dans les détails géologiques. Il a été nommé d'après Edward de Woodstock au XIVe siècle. Celui-ci était surnommé le Prince Noir en raison de l'armure et du bouclier noir qu'il portait. Edward a obtenu le rubis d'un autre roi, Pierre le Cruel de Castille, en échange de son aide afin de récupérer son trône. Mais avant qu'Edward ne mette la main dessus, le joyau géant avait son propre passé mystérieux et troublant. Certaines personnes pensent que le rubis avait été maudit par l'émir de Grenade, à qui Pierre le Cruel l'avait pris. Rien ne prouve que Pierre ait à nouveau maudit le rubis avant de le céder à Edward. Mais il est difficile d'imaginer qu'un homme surnommé le Cruel se sépare paisiblement d'un bijou de cette taille. Le rubis du prince noir a-t-il porté chance ou malchance à la famille royale? Cela dépend du point de vue. Henri V portait un casque incrusté de pierres précieuses qui comprenait le rubis du prince noir lorsqu'il combattait en France en 1415. Un jour,
il reçut un violent coup sur la tête. Pire encore, il faillit perdre son joli casque. Quelle poisse! Mais il a survécu. Et il a gardé son casque, ainsi que le rubis. Pas si malchanceux finalement. Richard III aurait porté le rubis du prince noir lorsqu'il était à Bosworth Field, en train de se battre contre Henri Tudor, vers la fin du même siècle, en 1485. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas eu tellement de chance. Donc oui, cela indique plutôt que le rubis porte malheur. Mais ce n'est qu'une rumeur. Peut-être qu'il ne le portait tout simplement jamais. Et maintenant, réfléchis à ceci. Ce rubis se trouve aujourd'hui au beau milieu de l'une des couronnes les plus reconnaissables de l'histoire. Et comme nous l'avons dit, beaucoup de bagues de fiançailles royales comportent des bijoux qui ont déjà orné des couronnes. Imagine ce qui se passerait si une future princesse disait à son prince charmant qu'elle aimerait avoir un gros rubis scintillant. Le plus gros qui existe, le rubis du prince noir. Si tu as lu Roméo et Juliette, tu sais qu'il n'est pas facile de décourager l'amour jeune. Et quand il s'agit de familles royales qui ont tendance à épouser des membres de l'aristocratie d'autres pays, un tel refus pourrait même constituer un faux pas diplomatique. Ne serait-il pas préférable d'éviter toutes ces complications en concoctant un petit mythe? Le roi pourrait alors dire à son fils en mal d'amour « Je sais qu'elle aime les rubis et j'adorerais le lui donner, mais ne t'ai-je pas parlé de la terrible malédiction ? Si tu l'aimes et que tu veux qu'elle soit en sécurité et heureuse, tu dois t'assurer qu'elle ne portera jamais ce rubis. Ou peut-être que les tendances ont simplement changé avec le temps. Adieu les rubis, bonjour les diamants. Et ce changement pourrait avoir été opéré exprès. On considère aujourd'hui les diamants comme la pierre de fiançailles par excellence, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Avant 1940, seulement 10% environ des futurs mariés recevaient une bague de fiançailles en diamant. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, certains experts pointent du doigt une campagne publicitaire du diamantaire de Beers qui a associé ces pierres à l'amour. Et apparemment, ça a marché. Mais les membres les plus superstitieux de la famille royale ne jurent que par les preuves. Si les rubis sont synonymes de mariage éphémère, alors les diamants sont éternels. Comme le prouve le mariage long de 15 ans de Camilla et Charles, et celui de Sophie et Edward qui dure depuis 20 ans. La reine Elisabeth elle-même avait une bague de fiançailles en diamant, et elle et le prince Philippe ont été mariés pendant plus de 70 ans. Bref, à toi de décider si c'est à cause de l'histoire ou simplement d'un effet de mode que la famille royale britannique a renoncé au rubis. Voici Arthur John Priest. Non, ce n'est pas un célèbre peintre et il n'a pas découvert un trésor perdu depuis longtemps. Il n'a pas non plus inventé de gadgets sophistiqués, ni battu un record du monde. Non, Arthur John Priest est simplement célèbre pour être insubmersible. Prouvant qu'on peut être à la fois chanceux et malchanceux, Priest a participé et survécu à plusieurs mésaventures en mer, dont le fatidique voyage inaugural du Titanic. Priest n'était pas un homme riche naviguant pour le plaisir. Il faisait partie de la classe ouvrière, employé comme soutier ou chauffeur, coincé pendant des heures dans les entrailles chaudes des grands navires à vapeur. Son travail était pénible et difficile. Il était chargé de maintenir les fourneaux allumés en les alimentant en charbon afin que la vapeur produite soit suffisante pour que les moteurs fonctionnent. Il devait être attentif à ne pas faire surchauffer le système ou mettre le feu au navire. Les fourneaux devaient être surveillés de près et constamment alimentés. Il respirait tous cet air pollué, travaillant et luttant dans la sueur et la saleté. Souvent torse nu à cause de la chaleur, il était toujours recouvert de poussière de charbon noir. Et quand il avait enfin droit à une pause, ses quartiers d'habitation communs étaient tout près, dans la même partie du bateau. Il devait être doué car il n'a jamais eu aucun mal à trouver du travail. Mais où qu'il aille, la malchance semblait le suivre. Le premier incident a été bénin. Lorsqu'il était jeune, Priest a travaillé pour le RMS Asturias. Le paquebot a pris la mer pour la première fois en 1907 pour un trajet qui reliait Southampton au Royaume-Uni à Buenos Aires en Argentine. Lors de ce voyage inaugural, le navire a subi une petite collision. Les dégâts étaient suffisamment importants pour qu'ils doivent rentrer pour réparation. Heureusement, aucune blessure grave n'a été rapportée. Priest, imperturbable, est simplement allé travailler sur un autre vaisseau. Mais sa malchance l'a poursuivi à bord de l'Asturias. En 1914, l'Asturias est devenu un navire hôpital.
une aide navale veillant aux soins et au transport des malades dans les eaux européennes et, si nécessaire, à leur rapatriement en Angleterre. Mais en mars 1917, vers minuit, le navire a été heurté par un corps étranger. Sa coque a été percée et la salle des machines a été inondée. Le capitaine a ordonné à tout le monde d'abandonner le navire, envoyant l'équipage, les patients et le personnel de santé dans les canots de sauvetage. Le vaisseau était toujours en mouvement, se propulsant dans l'eau car les commandes principales, situées dans la salle des machines submergées, ne pouvaient pas être éteintes. Le capitaine a refusé de quitter le navire alors que les gens essayaient encore de s'échapper. Il a pu diriger l'Asturias vers Bolt Head où il a finalement atteint la terre sans couler. Les canots de sauvetage restants ont été descendus et les derniers survivants ont pu se mettre en sécurité. Lorsqu'ils ont étudié plus tard les dégâts subis par le navire, l'Asturias a été considéré comme une totale épave. Il serait exagéré d'attribuer la survenue de cette catastrophe au passage de Priest à son bord. Après tout, il n'était même pas sur le navire à l'époque. Mais il semblerait quand même que beaucoup des bateaux sur lesquels il a servi ont dû faire face au désastre. Sa malchance l'a accompagné à son poste suivant sur le RMS Olympique, un énorme paquebot. L'Olympique était vraiment très grand. D'ailleurs, il avait été conçu et réalisé au sein de la même flotte que le Titanic. Mais cette grande taille impliquait des sacrifices. L'Olympique était parfait pour naviguer droit dans une direction donnée, mais très difficile à manier quand il s'agissait de tourner. En septembre 1911, le Hawkey, un navire plus petit qui naviguait à proximité, n'a pas laissé assez de place au grand vaisseau pour manœuvrer. L'Olympique a essayé de modifier sa trajectoire, mais les deux se sont percutés. Le Hawkey, ayant été conçu pour faire face à d'éventuelles confrontations en mer, sa proue renforcée a déchiré la coque de l'Olympique. Deux grandes entailles sont apparues sur le flanc du paquebot. L'arbre à hélice a été gravement tordu. Pire encore, le navire a commencé à prendre l'eau. D'une manière ou d'une autre, l'Olympique a réussi à atteindre la côte sans sombrer, et personne n'a été gravement blessé. Priest n'avait alors aucune idée que cela n'était qu'un avant-goût de ce que l'avenir lui réservait. Il a ensuite trouvé un emploi sur un navire tout neuf, un paquebot extraordinaire, une merveille insubmersible dont on disait qu'il était le plus grand jamais construit. Oui, il allait travailler sur le Titanic. Et quel travail! Pas moins de 29 chaudières à faire tourner, nécessitant 850 tonnes de charbon par jour pour produire la quantité de vapeur suffisante à sa propulsion. Priest était l'un des 150 soutiers qui travaillaient d'arrache-pied dans les entrailles du navire pour entretenir jour et nuit la fournaise, ce qui lui valait de gagner environ 30 $ par mois. Mais le 14 avril 1912, il s'est retrouvé projeté d'une chaleur extrême à un froid foudroyant. Vers 23h35, l'équipage repère un iceberg. Le Titanic essaie de l'éviter, mais l'alarme a été déclenchée trop tard. 5 minutes après, la collision se produit. L'iceberg a déchiré la coque et les compartiments intérieurs conçus pour être étanches ont été gravement endommagés. L'eau froide de l'Atlantique a envahi le navire qui commença à couler. Des signaux de détresse sont envoyés, mais le navire le plus proche, le Carpathia, est à plus de 3 heures de navigation. Dans l'obscurité de la nuit, coincé au milieu de nulle part, l'équipage et les passagers ont commencé à paniquer. Ceux qui le pouvaient se sont rués sur les canots de sauvetage. D'autres ont sauté dans les flots glacés. Au total, seulement 706 personnes ont survécu à cette terrible nuit. Au moment de la collision, Priest se trouvait dans les quartiers inférieurs du navire. Il était en pause, se relaxant après une dure journée de travail. Et alors que le navire sombrait, il en allait de même pour ses chances de survie. Lui et ses collègues se trouvaient dans la partie du navire qui était à ce moment la plus dangereuse. Ils devaient se frayer un chemin dans un dédale de couloirs et de passerelles, dont certains étaient inondés, dans une course folle vers les ponts supérieurs. Puis, il fallut affronter l'eau glaciale, y plonger et nager désespérément vers un endroit plus sûr. L'océan était si froid que Priest a souffert d'engelures avant de finalement trouver un moyen d'atteindre un des canots de sauvetage. Il était l'un des 44 soutiers ayant survécu cette nuit-là. Après une telle expérience, la majorité des gens ne mettraient probablement jamais plus les pieds sur un bateau. Mais Priest avait besoin de travailler. Son poste suivant s'est aussi révélé une expérience chaotique. On lui a proposé un emploi sur le HMS Alcantara. Le bateau a coulé en 1916 et Priest a une nouvelle fois été l'un des rares à s'en sortir, bien que gravement blessé au cours de l'incident. Mais il a continué à forcer la chance.
et le job suivant a dû lui sembler étrangement familier. Il devait partir à bord d'un vaisseau construit par les mêmes ingénieurs ayant conçu l'Olympique et le Titanic. Et ce navire, appelé le Britannic, était le plus grand des trois. Il était aussi considéré comme un navire plus avancé, équipé de nouveaux dispositifs de sécurité installés suite au naufrage du Titanic. Par exemple, il disposait de 48 canaux de sauvetage ouverts, dont 46 étaient les plus grands jamais élaborés pour un paquebot. 2 d'entre eux étaient même motorisés et équipés de dispositifs de communication spéciaux. Bonne nouvelle, le Britannic a survécu à son premier voyage sans incident. Déjà une performance que le Titanic n'a jamais pu réaliser. Cependant, le 21 novembre 1916, le Britannic a été ébranlé par une forte explosion, alors qu'il voyageait dans le canal de Kea, dans la mer Égée. La coque était endommagée et une partie des compartiments a commencé à se remplir d'eau. Contrairement au Titanic, le Britannic avait été précisément préparé à une telle urgence. Il était équipé de 5 cloisons étanches qui, en restant intactes, devaient maintenir le navire à flot pendant une période de temps beaucoup plus longue. Mais il y avait un problème. Les hublots des ponts inférieurs avaient été négligemment laissés ouverts. Lorsque le navire s'est incliné, les hublots ont donc permis à l'eau de rentrer, inondant le Britannic et précipitant sa descente au fond de la mer. Cela avait effectivement rendu les cloisons étanches complètement inutiles. Le navire sombrait rapidement, beaucoup plus vite en fait que le Titanic. 35 des canaux de sauvetage ont été lancés avec succès, sauvant la plupart des personnes à bord. Sur les 1066 passagers et membres d'équipage, 1036 ont survécu. Priest, toujours sous sa bonne étoile, était bien entendu l'un d'entre eux. Et pourtant, il n'en avait toujours pas fini avec la vie en mer. Il a accepté un nouveau poste de soutier sur le Donegal. Il s'agissait d'un petit ferry de croisière converti en bateau-hôpital. En avril 1917, il a été frappé par un objet non identifié, alors qu'il fuyait une situation dangereuse. Bien qu'il ait souffert d'une blessure à la tête, Priest était sain et sauf. Il a fallu à Priest 2 collisions et 4 naufrages avant qu'il ne soit enfin prêt à prendre sa retraite. En réalité, il aurait même expliqué avoir arrêté uniquement parce que plus personne ne voulait naviguer avec lui. Mais peut-on vraiment les blâmer? Il vécut le reste de sa vie sur la terre ferme à Southampton, en Angleterre, avec sa femme Annie et leurs 3 fils. Mais on se souviendra toujours d'Arthur John Priest comme l'insubmersible soutier. En 2017, plus de 25 millions de personnes ont embarqué sur des bateaux de croisière dans le monde entier, soit plus de la population totale de la Grèce. C'est devenu le choix préféré de beaucoup d'Américains lorsqu'il s'agit de partir en vacances. Il est facile de comprendre pourquoi sauter à bord d'un bateau de croisière devient plus populaire chaque année. Et ce mode de voyage revient à la mode avec les nouvelles générations. 2 tiers des membres de la génération Y et des milléniaux disent que la croisière est leur nouveau type de vacances préférées. Comment l'expliquer? Tout d'abord, c'est facile à planifier à l'avance. Ensuite, à bord, il y a des activités pour tous les membres de la famille. Et puis, tu as la chance de pouvoir visiter plusieurs destinations en un seul voyage. Un avantage supplémentaire de réserver une croisière est que tu peux tester différents endroits pour une prochaine escapade plus approfondie. Les divertissements à bord sont souvent de premier ordre, offrant aux passagers une touche de luxe supplémentaire. Quant à l'hébergement et aux infrastructures, ils sont généralement très fiables, sans oublier que cela donne aux touristes l'impression de s'évader des préoccupations du quotidien. Royal Caribbean International est l'une des plus grandes compagnies de croisière au monde, avec un peu plus de 19% du marché en 2018. Sa flotte actuelle est divisée en plusieurs classes de navires, notamment la classe Voyageur, Radiance et Quantum. Le dernier né de l'impressionnante flotte de Royal Caribbean International a été construit en 2018. Le Wonder of the Seas est à ce jour le plus grand navire de croisière du monde, puisque ce paquebot spectaculaire vient de faire son voyage inaugural en mars 2022. Découvrons quelques-uns des incroyables atouts qu'il a à offrir à ses passagers. Pour commencer, le bateau est si grand qu'il a dû être divisé en quartiers. En effet, le Wonder of the Seas peut accueillir près de 7000 passagers. Tu aimes New York? Eh bien, le paquebot a son propre Central Park. Avec environ 10 000 plantes à découvrir, le Central Park du navire, qui est l'un des quartiers,
est une caractéristique de tous les vaisseaux de la classe Oasis. Découvrons les autres quartiers. Il y a la promenade, une zone qui comprend une salle de jeux d'arcade, un magasin de bonbons et un bar sportif. Elle est idéale pour les longues promenades. Il y a aussi une zone de sport et de baignade sur le Wonder of the Seas, comprenant les nombreuses piscines et jacuzzi du navire, ainsi qu'un terrain de sport offrant de nombreuses activités. Ensuite, il y a la promenade royale. C'est l'artère principale du Wonder of the Seas, avec des bars, des cafés et des salons de thé. Le quartier des divertissements est le point central des activités de loisirs sur le paquebot. Là, les passagers peuvent trouver un club de comédie, une patinoire et même un théâtre. L'espace spa et fitness est une zone tranquille avec un large éventail de soins proposés. Le centre de fitness est gratuit d'ailleurs, si bien que les passagers n'ont aucune excuse pour ne pas faire d'exercice. Une 8e zone supplémentaire a été ajoutée au Wonder of the Seas. Elle s'appelle le quartier des suites. C'est une zone exclusive conçue pour les passagers séjournant dans les suites. Elle est située tout en haut du navire. Là, les passagers ont des membres du personnel désignés, appelés les Royal Génies. Si tu frottes une lampe dans ta suite, ils apparaissent. Bon, pas vraiment. Ces génies sont semblables à des majordomes qui s'occupent de quelques cabines chacun. Bien sûr, la compagnie de croisière cherche à éviter que les autres passagers posent des questions à ses membres d'équipage et mobilisent leur temps. C'est pourquoi les génies ne portent pas de badge nominatif dans les zones publiques. Concernant son itinéraire, le Wonder of the Seas devait initialement avoir son port d'attache en Chine. Mais le Royal Caribbean a décidé de déplacer le paquebot aux États-Unis. En mars 2022, le navire a commencé son voyage avec des itinéraires de 7 nuits dans les Caraïbes orientales et occidentales. En mai 2022, il a migré vers l'Europe avec des croisières en Méditerranée occidentale au départ de Barcelone et de Rome. Les passagers peuvent aussi visiter Palma de Majorque en Espagne et Capri en Italie. Lorsque la saison d'été sera terminée, le Wonder of the Seas devra retourner en Floride pour proposer des croisières toute l'année à partir de novembre 2022. Il est difficile d'imaginer un navire aussi massif qui puisse accueillir autant de commodités à bord. À titre de comparaison, le Titanic était le plus grand navire de son époque, mesurant 269 mètres de long. Or, le Wonder of the Seas ne fait pas seulement 362 mètres de long, mais il est aussi 36% plus haut et 34% plus large. Quant aux canaux de sauvetage, le Titanic n'en avait que 20, ce qui n'a tragiquement pas été suffisant pour sauver tous les passagers après que le navire ait heurté l'iceberg. Pourtant, le Wonder of the Seas a encore moins de canaux de sauvetage, 18 pour être précis. Cela te semble paradoxal et dangereux? Eh bien, pas vraiment, étant donné que chacun de ces canaux de sauvetage peut accueillir jusqu'à 370 personnes. Cela signifie que tous les passagers et membres d'équipage, environ 8000 personnes si le paquebot est complet, seront en sécurité en cas d'urgence. Maintenant, si nous pouvions organiser une course entre les deux navires, le Titanic serait le plus rapide des deux, battant le Wonder of the Seas d'1 000 marins par heure. Mais de nos jours, les passagers des bateaux de croisière sont plus intéressés par l'expérience que par la vitesse du navire. C'est pourquoi ce n'est plus un aspect si important. En termes de coût, le Titanic a coûté environ 7,5 millions de dollars à l'époque de sa construction, soit l'équivalent d'environ 200 millions de dollars aujourd'hui. Et le Wonder of the Seas, sa construction a coûté la somme astronomique de 1,35 milliard de dollars, ce qui le rend 6 fois plus cher que le Titanic. Et si on comparait le prix des billets, le billet le moins cher sur le Titanic coûtait 7 livres sterling, ce qui équivaut à environ 1000 dollars aujourd'hui. Le billet le moins cher sur le Wonder of the Seas coûte actuellement 423 dollars, mais les prix peuvent varier en fonction du lieu, de la saison, de l'itinéraire et du pourboire que tu donnes à ton Royal Génie. Et maintenant, qu'en est-il des icebergs? Le Titanic a navigué dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord, où il fallait être à l'affût des géants de glace.
À l'inverse, le Wonder of the Seas fera des croisières dans la douceur des Caraïbes, où la pire chose qui puisse arriver, c'est de sortir un 22 au blackjack. Placé à côté de ses camarades de la flotte de la Royal Caribbean, le Wonder of the Seas est tout aussi impressionnant. Les premiers navires de la compagnie pouvaient accueillir environ 2500 personnes, en comptant les passagers et le personnel. Ces navires étaient le Splendor of the Seas, le Legend of the Seas et le plus petit de tous, l'Empress of the Seas. Les plus grands navires de la flotte de la compagnie peuvent aujourd'hui accueillir un total de 9000 personnes, soit presque 3 fois la taille et la capacité des paquebots précédents. Le Wonder of the Seas est l'un d'entre eux, ainsi que le Harmony of the Seas et le Symphony of the Seas. Tu vois une certaine répétition ici? Oui, et si tu vois un navire dont le nom se termine par of the Seas, tu peux supposer qu'il appartient à la Royal Caribbean. Mais si tu vois Chicken of the Seas, c'est juste une boîte de thon. Choisir entre les bateaux de croisière en fonction de leur taille, c'est comme se demander si tu dois visiter ton musée local ou le Louvre à Paris. Tout dépend de tes préférences. Certaines familles préfèrent les petits bateaux, d'autres sont fans des grands espaces qui peuvent fournir tout ce dont elles ont besoin. D'un point de vue historique, il est tout aussi passionnant de voir le chemin parcouru en termes de transport maritime. Le SS Royal William, par exemple, a été le premier bateau à effectuer un voyage transatlantique presque entièrement à la vapeur en 1833. Il ne faisait que 49 mètres de long et pouvait accueillir environ 155 passagers. Et si la mer était calme, ils étaient logés de façon moins sommaire. De même, le premier méga-navire moderne au monde était le MS Sovereign of the Seas. Lancé en 1987, il ne faisait que 271 mètres de long et pouvait transporter un peu moins de 3000 passagers. La taille et la capacité ne sont pas les seules améliorations apportées aux nouveaux bateaux de croisière. Les récents développements technologiques en matière d'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale ont permis aux opérateurs de croisière de garantir un embarquement plus rapide et plus fluide aux passagers. Si par le passé, il fallait entre 60 et 90 minutes pour que tous les passagers montent à bord d'un navire, aujourd'hui, les opérateurs de croisière parviennent à installer confortablement les gens en moins de 15 minutes. Tu dois être impatient de réserver un billet. Mais examinons d'abord quelques-unes des activités les plus intéressantes que tu peux essayer à bord du Wonder of the Seas. Ainsi, tu sauras dans quoi tu t'embarques. Tous les navires de la Royal Caribbean ont une quantité d'œuvres d'art à bord que les passagers peuvent admirer. Mais le Wonder of the Seas va encore plus loin et présente même des statues d'astronautes à des endroits clés du navire. Tu trouveras un premier astronaute regardant à travers la vitre de la promenade, tandis qu'un deuxième est occupé à faire de l'escalade. Le troisième et dernier astronaute est plutôt un fan de cinéma, puisque sa statue se trouve près de la salle de projection. Dans les zones qui n'ont pas accès à la lumière du soleil, le Wonder of the Seas propose des balcons virtuels. En cas de mauvais temps, les passagers peuvent toujours avoir une sensation d'extérieur, mais sans avoir à se protéger du vent ou de la pluie. Les adolescents ont aussi un endroit bien à eux réservé sur le navire. Il y a également un club spécial avec un jacuzzi privé, une zone de selfie, des jeux et des sièges confortables. La partie intérieure de ce club comprend un distributeur automatique, une collection intéressante de livres et des baby-foot. Il y a de quoi donner envie. C'est récemment devenu un lieu populaire pour de nombreux touristes à la recherche de l'endroit parfait pour s'évader. Si tu as la chance d'avoir du soleil ici, ce sera une expérience unique. Il y a de fortes chances que tu aies plutôt des jours brumeux, mais soyons honnêtes, ça a aussi son charme. Cette île enchanteresse en forme de sourire s'appelle l'île de Sable. Elle est située à 300 km de la Nouvelle-Écosse. Elle n'était pas accessible au grand public avant 2013, lorsqu'elle a été ajoutée à la liste des parcs nationaux du Canada. Tu peux t'y rendre par avion ou par bateau. Mais qu'est-ce qui rend cet endroit si enchanteur ? Il doit bien y avoir quelque chose, puisque le nombre de touristes augmente chaque année. Tout d'abord, il y a un nombre spectaculaire de chevaux sauvages ici. Entre 200 et 500 d'entre eux se promènent en liberté sur l'île. Il y a aussi une grande population de phoques gris.
L'endroit est également le seul lieu de reproduction d'une espèce d'oiseau rare appelée le bruyant d'Ipswich. Mais si tu envisages déjà d'y faire un voyage, tu dois d'abord savoir certaines choses. Tu te souviens de la brume dont on a parlé ? Eh bien, il s'avère que l'île de Sable est l'endroit le plus brumeux des provinces maritimes canadiennes. On parle d'environ 127 jours de brouillard par an. Lors de ces journées, l'île de Sable disparaît littéralement sous une épaisse couche de brouillard. Tu ne pourras pas non plus explorer l'endroit tout seul. Le règlement local stipule que les visiteurs doivent voyager au sein d'un groupe. Et ils doivent aussi garder une distance d'au moins 60 mètres avec les animaux sauvages qu'ils peuvent rencontrer. Aussi charmant que cet endroit puisse être, il renferme un sombre secret caché sous les dunes de sable. Et cela n'a rien à voir avec les magnifiques créatures qui vivent ici, ou la végétation unique de l'île. En plus d'être connue pour ses chevaux et ses phoques, l'île de Sable est tristement célèbre pour un nombre impressionnant de naufrages. Au fil des ans, environ 350 navires ont fini leur course ici, sur ces bancs de sable. Lorsque les survivants ont décrit leur expérience, ils ont généralement mentionné les conditions météorologiques difficiles près de cette île mystérieuse. L'île a également fait son entrée dans la littérature lorsqu'elle a été décrite dans un livre intitulé « The Perfect Storm », écrit par Sebastian Junger et publié en 1997. Le livre a eu tellement de succès qu'il a ensuite été adapté au cinéma en 2000 avec George Clooney dans le rôle principal. Le premier naufrage enregistré près de l'île de Sable remonte à 1583. Le navire s'appelait le HMS Delight et était sous le commandement de l'aventurier et explorateur britannique Sir Humphrey Gilbert. Seules 17 personnes ont réussi à survivre à la catastrophe en s'échappant dans un petit canot. Les archives mentionnent qu'ils ont passé 7 jours en mer avant d'atteindre les côtes de Terre-Neuve. En 1884, un autre navire nommé de Nicosia a également lutté dans l'épais brouillard. Le navire a été complètement détruit, mais heureusement les 18 membres de l'équipage ont réussi à survivre. Le fils du capitaine a failli être perdu en mer lorsqu'un canot de sauvetage a chaviré alors qu'il y montait. Il a réussi à rester sous le canot qui était complètement submergé. Lorsque le canot s'est redressé, il a fini par sortir de l'eau et a été secouru pour la deuxième fois. Entre 1947 et 1999, les choses ont été relativement calmes autour de l'île. Mais le 27 juillet 1999, un yacht appelé The Merrimack s'est échoué près du rivage de l'île vers 2 heures du matin. Le bateau de 12 mètres en fibre de verre avait un équipage de seulement 3 personnes. Des ouvriers de la prospection gazière qui se trouvaient, heureusement non loin de là, les ont secourus. L'équipage a finalement réussi à rejoindre Halifax le lendemain par avion en toute sécurité. Le propriétaire du Merrimack a essayé de récupérer son bateau en engageant un pêcheur local. Malheureusement, cette opération n'a pas vraiment été couronnée de succès, puisque seuls les accessoires du yacht ont finalement été sauvés. Il n'a pas fallu plus de 6 semaines pour que le sable et les vagues écrasent et brisent complètement la coque du Merrimack. Alors qu'est-ce qui rend cet endroit si dangereux pour les bateaux? La météo est-elle la seule en cause? Ou peut-être y a-t-il d'autres forces en jeu? L'explication s'avère un peu plus complexe et ça n'a pas été facile à comprendre, du moins dans les années 1500. Tout d'abord, l'île est située près de l'une des zones de pêche les plus riches du monde. Comme elle est également proche de l'une des principales routes maritimes entre l'Europe et l'Amérique du Nord, des centaines de navires passent devant elle chaque année. Statistiquement, la probabilité d'un naufrage augmente avec le nombre de bateaux qui naviguent dans la zone. L'île de Sable se trouve également sur le chemin de la plupart des tempêtes qui remontent la côte atlantique de l'Amérique du Nord. Il n'est pas surprenant que les bateaux soient souvent projetés directement sur les côtes de cette île. La météo joue bien sûr un grand rôle. Pendant la saison estivale, l'air chaud du Gulf Stream crée un brouillard dense lorsqu'il fusionne avec l'air, refroidi par le courant du Labrador qui passe près de l'île. Les autres courants n'arrangent pas les choses. L'île de Sable se trouve à côté du point de rencontre de 3 grands courants océaniques. Le Gulf Stream, le courant du Labrador et le courant de Belle Isle. Depuis les années 1950, les radars et autres outils de navigation modernes sont utilisés sur les navires commerciaux. Jusqu'alors, le sextant était le principal instrument utilisé pour déterminer l'emplacement d'un navire. Cela ne veut pas dire que les sextants n'étaient pas précis. Mais cet instrument ne pouvait pas fonctionner correctement sans une vue claire du soleil ou des étoiles, ce qui signifie qu'il n'était pas d'une grande aide dans un brouillard dense comme celui
qui entourent l'île de sable ou lorsque le temps était nuageux. Souvent, par mauvais temps, le capitaine d'un navire naviguait en se fiant à son expérience et à son intuition et en se basant sur la vitesse et la direction du navire. C'est pourquoi la plupart des survivants des naufrages près de l'île de sable ont déclaré que le capitaine avait simplement mal calculé la position du navire, s'écrasant par accident sur l'île. Cette terre poussiéreuse et sablonneuse est aussi hostile pour les navires qu'elle l'est pour les arbres. Il n'y aurait qu'un seul arbre sur toute l'île et il ressemble plutôt à un buisson. Il s'agit en fait d'un pin et comme les célèbres chevaux de l'île ne le considèrent pas comme une source de nourriture, il a réussi à survivre. Les rapports disent que l'arbre a été planté dans les années 1950. Les autorités locales essayaient de faire pousser une forêt sur l'île pour la rendre un peu plus accueillante. Ils ont planté des dizaines de milliers d'arbres au fil des années. Plus de 69 000 conifères, 600 arbres fruitiers et environ 25 kg de graines de pin, ainsi que d'autres plantes qui auraient pu survivre aux conditions de l'île. Mais elles n'ont pas résisté aux conditions climatiques extrêmes et au sol sablonneux. De toutes ces plantes, un seul pin est resté en vie. Grâce à sa résistance, il est même devenu un symbole de l'île de sable. C'est intéressant, pendant environ 40 ans, l'île n'a également eu qu'un seul habitant. Peux-tu imaginer cela? Une seule personne vivant sur une île isolée pendant autant de décennies. C'est l'histoire d'une femme appelée Zoé Lucas. Elle a choisi de s'entourer des seuls autres habitants de l'île, les chevaux, les phoques gris et les nombreuses espèces d'oiseaux. Naturaliste estimée, elle a mentionné dans une interview de 2017 qu'elle était habituée à vivre sur l'île et qu'elle ne s'y sentait jamais seule. Pour survivre ici, elle a dû se constituer un kit de première nécessité. Il comprenait un cahier pour prendre des notes et une paire de jumelles pour étudier la faune et la flore. On peut supposer qu'elle n'a pas eu peur de l'environnement, pourtant intimidant, puisqu'elle a élu domicile ici. Au début, Zoé voulait installer son camp à une extrémité de l'île, près de quelques bâtiments abandonnés. Mais finalement, elle s'est installée dans une maison en bois près d'un tas de dunes de sable. Le service météorologique du Canada avait érigé cette construction simple dans les années 1940. Aujourd'hui, c'est Parc Canada qui gère le bâtiment. Le travail de Zoé consistait à recueillir le plus de données possible sur la population locale de chevaux. Cela pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre comment ils ont réussi à s'adapter à cet environnement hostile. Elle a aussi aidé à rassembler les débris qui ont atteint le rivage pour aider à suivre les niveaux de pollution. Parmi tous les déchets qu'elle a ramassés, il y avait un réfrigérateur et une caisse pleine de poivrons frais. D'autres spécialistes ont finalement commencé à travailler par roulement sur l'île de sable pour offrir à cette femme courageuse un peu de compagnie de temps en temps. Le voyage a commencé comme n'importe quel autre. Le cargo SS Cotopaxi entame une nouvelle traversée vers la Havane, à Cuba, pour livrer du charbon. Nous sommes le 29 novembre 1925, mais pour le capitaine Meyer et son équipage, le départ du port de Charleston, en Caroline du Sud, sera le début du dernier voyage du navire. Son itinéraire passe par le triangle des Bermudes. 2 jours après avoir entamé le voyage, le Cotopaxi envoie un signal de détresse. Il a été pris dans une forte tempête tropicale et s'est renversé sur le côté. Le vent était très fort et il y avait aussi de puissants éclairs. La pluie a peu à peu rempli la cave du navire. Puis il y a eu un éclair blanc et le bateau a disparu sans laisser de traces. Plus tard, son épave est retrouvée dans le désert de Gobi qui se trouve dans une toute autre partie du monde. Les 32 membres de l'équipage, y compris le capitaine, sont portés disparus. Bien sûr, la partie concernant le désert de Gobi est fictive, mais pour l'un de ses films, Steven Spielberg a eu l'idée de faire déplacer le navire par des extraterrestres. Pourtant, dans la réalité, le navire n'a jamais été retrouvé et son équipage n'a vraiment laissé aucune trace. Il a été officiellement déclaré disparu 1 mois plus tard et personne n'a retrouvé l'épave. Cela semble être un cas classique d'événements mystérieux qui se produisent dans le triangle des Bermudes. Mais la plupart des mystères sont résolus tôt ou tard. En 2020, le Cotopaxi a en effet été retrouvé. Un homme du nom de Michael Barnett s'est installé en Floride pour étudier les épaves au large des côtes. Une épave en particulier a attiré son attention. Elle était beaucoup plus grande que les autres, et les locaux la surnommaient l'épave de l'ours. Elle se trouvait à environ 60 km de Saint-Augustine, dans le nord de la Floride. Mais personne n'avait jamais réussi à identifier la coque rouillée. Alors Michael a commencé à faire un travail de détective. Il a mesuré la taille de l'épave et a commencé à travailler sur toutes les informations qu'il a pu glaner.
Il a fait des recherches dans des centaines de vieux journaux, a feuilleté les dossiers d'assurance et a examiné les artefacts trouvés sur l'épave. Après des centaines d'heures de travail acharné, Michael en était désormais persuadé. C'était bien le Cotopaxi. Mais quelques années auparavant, une rumeur avait circulé selon laquelle ce même navire avait été retrouvé au large des côtes de Cuba. Les gardes-côtes avaient retrouvé l'épave d'un cargo de la même taille qui ressemblait beaucoup à celui qui avait été perdu en 1925. Michael était convaincu qu'il se trompait, alors il s'est associé à des journalistes scientifiques et a continué à enquêter. Bientôt, ils ont découvert quelque chose qui semblait confirmer la théorie de Michael. Des plongeurs ont trouvé des valves en laiton avec les lettres SV dans l'épave du navire. Michael a suggéré que ces initiales faisaient référence à la Scott Valve Manufacturing Company. Le siège de cette société se trouvait dans le Michigan, non loin de l'endroit où le Cotopaxi avait été construit. La société avait probablement fourni des pièces pour le Cotopaxi. L'énigme semblait donc résolue. L'épave de l'ours était en fait le cargo manquant. Mais Michael devait encore découvrir pourquoi le navire avait coulé. Quelque chose de mystérieux est-il vraiment arrivé au Cotopaxi dans le triangle des Bermudes ? Plus tard, Michael a retrouvé le témoignage du charpentier du navire parmi de vieux papiers. Le charpentier affirmait que les écoutilles couvrant le charbon du navire étaient dans un état désastreux avant le naufrage. Les travaux de réparation des panneaux n'étaient pas terminés avant que l'équipage n'ait reçu l'ordre de partir pour Cuba. Donc si les panneaux d'écoutille étaient encore endommagés pendant le voyage, l'eau aurait pu facilement s'infiltrer à bord. Cette eau a probablement inondé la cale pendant la tempête tropicale. C'est sans doute la véritable raison pour laquelle le Cotopaxi a coulé. Il n'y avait vraiment rien de mystérieux là-dedans, juste une erreur commise par des gens ordinaires. Ce n'est là qu'un exemple parmi des dizaines, voire des centaines de navires et d'avions disparus dans le triangle des Bermudes. On ne sait toujours pas expliquer certains de ces incidents. Il semble qu'il y ait vraiment quelque chose de bizarre qui se passe là-bas. L'un de ces événements étranges s'est produit en 1948. Un avion de ligne se dirigeait vers Miami depuis San Juan, Porto Rico. Il a disparu dans la même zone que le Cotopaxi. Les 32 personnes à bord ont disparu sans laisser de traces. Le ciel était pourtant dégagé pendant tout le vol, mais les experts pensent que lorsque l'avion se trouvait à environ 75 km de la côte, il a pu être frappé par un fort vent qui l'a fait dévier de sa trajectoire. Des années plus tard, un avion similaire a été retrouvé dans la région du Triangle des Bermudes. Mais comme personne n'a pu établir l'immatriculation, il était impossible de dire avec certitude s'il s'agissait du même aéronef. Un événement encore plus étrange s'est produit peu de temps avant, en 1945. 5 avions ont disparu en même temps. Des pilotes stagiaires s'exerçaient à la navigation, mais quand ils ont terminé, il semble qu'ils n'aient pas pu retrouver leur chemin et qu'ils aient disparu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont tombés en panne de carburant. Cela semble probable, mais les circonstances étaient quand même très étranges. Les stagiaires étaient supervisés par un pilote expérimenté qui avait 2500 heures de vol à son actif. Jamais il n'aurait laissé un groupe de pilotes débutants s'éloigner autant de leur base. Encore aujourd'hui, les gens débattent de ce qui aurait pu se passer. Certains insistent sur le fait que les pilotes ont rencontré quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes. Mais qui sait ? Et voici un autre événement étrange qui s'est produit là-bas et qu'aucun expert n'a jamais pu expliquer. Le voyage dans le temps. En 1970, Bruce Gernon pilotait un avion entre l'île d'Andros et la côte de Floride. Alors qu'il se trouvait à 3500 mètres d'altitude, un nuage géant est apparu devant lui. Il grossissait à vue d'œil et le pilote n'a pas eu d'autre choix que de le traverser. Dès qu'il l'a fait, l'avion a été plongé dans l'obscurité. C'était comme si le jour s'était transformé en nuit en une fraction de seconde. Soudain, Bruce a commencé à avoir des éclairs de lumière blanche autour de lui. Il était si brillant qu'ils illuminaient tout le ciel. Mais il était sûr que ce n'était pas des éclairs, même s'il ne pouvait pas vraiment expliquer ce que c'était. L'avion a continué à traverser l'étrange nuage pendant près d'une demi-heure. Bruce a remarqué que le nuage avait changé de forme pendant ce temps. L'espace autour de l'avion s'est transformé en un tunnel. Puis le tunnel a commencé à se rétrécir. Bruce est devenu très nerveux alors qu'il essayait de faire face aux commandes de l'avion. Tous ses instruments et son équipement de navigation devenaient fous et l'électronique a cessé de fonctionner. Puis une lumière blanche est apparue à la fin du tunnel. Comme dans les films, l'avion s'est échappé du tunnel de nuages qui se refermait à la toute dernière seconde. Tout allait bien, mais Bruce se retrouvait maintenant dans un brouillard blanc. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Il a alors réussi à contacter le contrôle au sol. Il a été choqué lorsqu'il a appris que son avion se trouvait déjà dans l'espace aérien, au-dessus de Miami. Il semblait que quelque chose d'impossible s'était produit. Bruce devait couvrir une distance d'environ 400 km pendant le vol. Cela prenait généralement environ 1h30. Mais il avait réussi en seulement 47 minutes, presque 2 fois plus vite que la normale.
Quand Bruce a atterri, il est allé vérifier la quantité de carburant restant dans le réservoir. Il s'est avéré qu'il avait également consommé beaucoup moins que la quantité normale de carburant. Peut-il y avoir une explication logique à cet avion qui voyage dans le temps? Eh bien, les archives montrent qu'un grand nombre de taches solaires ont été détectées à la surface du Soleil ce jour-là et qu'il y avait un fort vent solaire. Cela aurait pu facilement rendre fous les appareils électroniques et les dispositifs de l'avion. Mais qu'en est-il du mystérieux nuage? La côte de Floride est une zone où deux grands courants d'air se rencontrent. L'un a une pression élevée et l'autre une pression faible. Cela provoque beaucoup de nuages orageux dans la région, mais les gens se demandent encore comment Bruce a pu couvrir cette distance aussi rapidement. Certains disent qu'une sorte de mystérieuse énergie noire a été impliquée. D'autres disent qu'il s'agissait d'une anomalie gravitationnelle qui a courbé l'espace et le temps. D'autres encore pensent que Bruce n'est qu'un imposteur. Nous ne connaissons toujours pas la vérité. Alors, y a-t-il vraiment quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes? Ou est-ce que ce ne sont que des coïncidences et des histoires inventées de toutes pièces? La vérité est que les avions et les navires ne disparaissent pas plus dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs dans le monde. Par une journée parfaitement calme, un point apparaît à l'horizon, loin en pleine mer. Il grandit à mesure qu'il se rapproche et bientôt on peut constater que c'est un navire. Mais lorsque tu le regardes à travers la longue vue, tu as froid dans le dos. Le navire est en parfait état et sa cargaison est à bord, mais il est complètement dénué d'équipage, dérivant inexorablement au gré du courant. C'est ce qu'a vu le capitaine de l'Helen Austin en 1881 et ce qui a apporté autant de peine à son équipage. En décembre de l'année précédente, l'Helen Austin, un grand navire de 64 mètres de long, a quitté le port de Liverpool pour effectuer le voyage jusqu'à New York. Le navire transportait un chargement de personnes espérant trouver une vie meilleure dans le Nouveau Monde. Le capitaine A.J. Griffin dirigeait le navire en cap sud-ouest pour un trajet plus court. Et début 1881, ils se sont retrouvés au nord de la mer des Sargasses, connue pour son manque de vent et ses forts courants circulaires. Les navires qui y étaient pris pouvaient perdre le contrôle et continuer à dériver en rond jusqu'à ce qu'ils soient entraînés vers le centre. De là, il leur faudrait extrêmement de chance pour pouvoir s'extraire de ces courants. Mais le plus souvent, ils restaient à jamais dans le désert, désolés de cette mer. Pire encore, la région appartenait au tristement célèbre Triangle des Bermudes, déjà connu pour faire sombrer les navires et les faire disparaître sans laisser de traces. L'équipage du navire était nerveux, craignant de se trouver dans une zone aussi dangereuse, si près d'une mer qui pourrait les immobiliser. Un jour, l'Helen Austin a perdu de sa vitesse et est tombée à la dérive, sans aucun vent. Mais tout allait bien. Ils avaient de nombreuses provisions et étaient toujours dans les temps. Le capitaine Griffin se déplaçait sur son navire et donnait des ordres avec une voix calme mais autoritaire, et son équipage ainsi que les passagers avaient entièrement confiance en lui. Mais soudain, la vigie a hurlé d'en haut qu'un navire était en vue. Et effectivement, quand le capitaine a regardé dans la direction indiquée par la vigie, il a vu un bateau s'approchant doucement de l'Helen Austin. Plus il s'approchait, plus il était évident que la façon dont l'étrange bateau se déplaçait n'était pas normale. Le capitaine a fait la grimace et l'a examiné à travers sa longue vue. La goélette était intacte, mais complètement silencieuse. Il n'y avait pas une seule âme à bord. Les navires abandonnés n'étaient pas si rares dans l'Atlantique à cette époque, mais les pirates non plus. Le capitaine Griffin a décidé d'attendre et de regarder. Au bout de 2 jours, la goélette était toujours aussi silencieuse et le capitaine a finalement estimé qu'il était sûr de s'y rendre. Il a donc décidé de sélectionner une petite équipe de marins et est monté à bord du navire échoué. Il n'y avait personne, mais la chance semblait être du côté de Griffin. La précieuse cargaison de bois d'acajou était toujours dans les cales. Le capitaine est alors retourné sur l'Helen Austin et a ordonné à ses hommes de confiance de conduire le petit bateau jusqu'à New York. Le moral de l'équipage s'est considérablement amélioré avec la perspective des richesses qui les attendaient à l'arrivée. Lorsque le vent a recommencé à souffler fort, l'Helen Austin a continué son voyage, avec le navire sans nom dans son sillage. Mais au bout de quelques jours, les navires ont été pris dans une puissante tempête et ont été séparés. Le vent, la pluie et les vagues les ont frappés pendant plusieurs jours d'affilée. Lorsque le temps s'est enfin calmé, le capitaine Griffin a ordonné de retrouver la goélette. Ils ont cherché pendant 1 jour de plus jusqu'à ce qu'ils la trouvent finalement à la dérive, bien loin de leur cap. Griffin a appelé ses hommes à bord du plus petit navire, mais personne n'a répondu.
un groupe de marins est allé enquêter et est revenu avec le visage blanc de terreur. Tout l'équipage du navire avait disparu dans la tempête. Cependant, le capitaine n'était pas du genre à perdre une trouvaille aussi précieuse et a donc ordonné à une autre équipe de reprendre le contrôle du voilier. À contre-cœur, les marins ont obéi et les deux navires ont continué leur voyage. Ils ont convenu de rester aussi près que possible l'un de l'autre et de faire retentir leurs signes sonores à intervalles réguliers la nuit pour se faire savoir que tout allait bien. Plusieurs nuits se sont déroulées sans problème, les cloches sonnant toutes les heures de façon rassurante. Mais un jour, une épaisse couche de brouillard est tombée sur la mer et a presque complètement bloqué leur vision. Les navires ont continué à avancer et ont commencé à faire sonner leurs cloches plus tôt. La nuit venue, le brouillard était toujours là, mais les cloches étaient le son de la vie, jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. Le capitaine Griffin a sonné une fois, puis 2 fois. Pas de réponse. L'équipage a allumé les feux et regardé attentivement la mer. Mais le brouillard ne s'était toujours pas levé et ils ne voyaient strictement rien. Personne n'a pu dormir cette nuit-là et ils ont attendu, en silence, jusqu'à l'aube. Les premiers rayons de soleil ont permis au brouillard de se disperser lentement et tout l'équipage s'est rendu sur le bord du pont, le cœur lourd. Il y avait encore de l'espoir en eux, jusqu'à ce que les dernières particules de brouillard se lèvent, révélant un vaste océan calme et surtout vide. La goélette sans nom avait disparu, tout comme la deuxième équipe des marins de l'Helen Austin. Le navire a fait le reste du chemin jusqu'à New York dans un silence de plomb. Une fois arrivé au port, les passagers n'étaient que trop heureux de quitter le navire. Cela a été le dernier voyage de ce navire sous le nom d'Helen Austin. La même année, il a été vendu à une compagnie maritime allemande et renommé Meta. Personne n'a jamais retrouvé la goélette abandonnée ni les marins qui ont disparu avec elle. Et ce serait probablement la fin de cette histoire mystérieuse et irrésolue si elle contenait un tant soit un peu de vérité. En réalité, aucune des choses énigmatiques de ce récit ne s'est réellement produite. L'Helen Austin a en effet quitté Liverpool et s'est dirigée vers le sud-ouest, en direction de New York, et son capitaine était bel et bien A.J. Griffin. Il emmenait bien des gens sur le continent américain, mais à partir de là, l'histoire se casse la figure. Tout d'abord, le navire est allé beaucoup trop loin au nord pour croiser la mer des Sargasses. Il n'y avait tout simplement aucune raison de faire un détour aussi important. Même si les vents d'ouest étaient forts, il était quand même plus rapide de les prendre de front que d'aller vers le sud. L'Helen Austin n'était donc probablement pas à proximité de la mer des Sargasses, ni du triangle des Bermudes. Deuxièmement, il a été prouvé à maintes reprises que le triangle lui-même n'est rien d'autre qu'une œuvre de fiction. En fait, il a gagné en popularité au milieu du XXe siècle, alors que personne n'avait même pensé à dessiner un triangle dans la région des Bermudes avant cela. Le mystère a été popularisé par les auteurs de science-fiction et est devenu un mythe courant, alors qu'aucune recherche sérieuse n'a prouvé qu'il était plus dangereux qu'une quelconque autre partie des océans. Ainsi, l'équipage de l'Helen Austin ne connaissait même pas le triangle des Bermudes à l'époque, et encore moins en avait-il peur. Troisièmement, toute l'histoire a été racontée et relayée par des magazines à sensation et des personnalités aimant le mystère, avec des détails toujours changeants. Elle a été publiée pour la première fois dans un journal en 1906 et avait déjà une date erronée. L'article disait que le voyage avait eu lieu en 1891 au lieu de 1881. Plus tard, l'histoire a refait surface en 1935 à la radio avec un nom de capitaine erroné, c'était Baker, et pas Griffin. La date était également fausse, affirmant que le voyage avait eu lieu en août 1881, alors que l'Helen Austin avait déjà été rebaptisée Meta. La légende a continué à prendre ampleur avec d'autres détails étranges, comme la route du navire de Londres jusqu'à Terre-Neuve, ce qui ne fut jamais le cas. Mais le démantèlement final est venu des archives de la Lloyd's de Londres, le marché de l'assurance maritime qui tient tous les registres des itinéraires des navires de commerce et d'émigration. Les documents qui s'y trouvent indiquent qu'en février 1881, l'Helen Austin a effectué son voyage transatlantique vers New York sans incident. Le capitaine A.J. Griffin a débarqué du navire avec tout son équipage bien au chaud et n'a déclaré aucune perte pendant le voyage. Celui-ci a duré plus de 2 mois car le navire a dû affronter de forts vents d'ouest qui l'ont repoussé vers la Grande-Bretagne. L'équipage n'a fait état d'aucune rencontre étrange en cours de route et le voyage a été aussi ennuyeux qu'il pouvait l'être. Et même les passagers ont dû sourire lorsqu'ils ont enfin mis le pied sur le sol américain, ignorant l'histoire bidon à laquelle ils allaient être mêlés.